candidats pour le canton de Pontcharra, vous les avez devant vous. Donc c'est Véronique Fernandez et Jean-Christophe Grenier qui se présenteront peut-être tout à l'heure. Et puis donc Alain Guédo et moi-même, Cécile Bachelot, on est les suppléants, les remplaçants. Voilà. Et puis ben, c'est joint à nous aujourd'hui Gwenaëlle Delbosquerfield, qui est une de nos conseillères régionales actuellement. Et puis, ben, on va faire peut-être, vous allez peut-être vous présenter, on va essayer de faire les présentations un peu rapidement. Peut-être que vous nous expliquerez comment s'est monté un peu ce rassemblement. Et puis, on a choisi de débattre de la culture aujourd'hui à Pontcharra. On a parlé de transport la dernière fois à Crolles. On a parlé de la montagne aux Adrets. Hier. Aidez-moi pour la suite. On repart les montagnes demain à Saint-Hilaire. Voilà, on reparle montagne demain à Saint-Hilaire. Agriculture à Alvar mardi prochain. Voilà. Et avec démocratie, citoyenneté au Touvet jeudi prochain. Et au Versou. Et social au Le social au Versou. Voilà. Mardi prochain. Mardi, oui. On retourne à Crolles jeudi. Et à Crolles aussi pour démocratie, c'est ça. Ouais. Tout à l'heure, sur Facebook, c'était encore marqué la réunion ce soir avait lieu à Cavagna. Donc on a mis une grande affiche là-bas. Voilà. On n'a pas dû faire grand monde. D'abord, ça avait été marqué le 22 mars. Oui. Ouais. Ensuite, c'était marqué. Mais l'autre, c'était marqué quoi? Salle Cavagna. Rue Saint-Cassin. Enfin, parce qu'au début, ils nous avaient installés là-bas. Et c'était encore marqué comme Voilà. ça ce soir. oui, mais ça. Sur quel Facebook? Voilà. Sur quel Facebook? Sur notre page du rassemblement. Sur la page. La page Bon, Rassemblement. on revérifiera ça. De toute façon, maintenant, C'est fait. Voilà, donc moi je suis Véronique Fernandez. Je choisis de vous dire plutôt pourquoi je me suis joint au rassemblement. C'est une démarche qui est vraiment très intéressante et qui donne enfin l'espoir d'une démocratie dans la main des citoyens. On a eu des ateliers à l'avance dans toute l'Isère où les points ont été débattus, les sujets dans chaque atelier ont été traités. De ça sont sorties des propositions qui ont été remises en forme au niveau de toute l'Isère pour créer notre projet. Et c'est ce projet-là qu'on porte, soutenu par des partis qui sont Europe Écologie Les Verts, Nouvelle Donne et Parti de gauche, mais pas gouvernés par ces partis. C'est-à-dire que les candidatures sont sorties des ateliers citoyens et non pas déposées par les partis après une petite bagarre pour savoir quel baron ou baronnette on allait mettre à droite ou à gauche. Et c'est cette chose-là qui, à mon avis, est précieuse dans notre action. Parce que ça donne à chacun la possibilité d'être entendu. Ces ateliers citoyens seront poursuivis après l'élection. On t'entend pas beaucoup. Alors, je vais parler plus fort. Oui, parce que c'est mieux. Ouais, c'est un peu léger. Ouais, il faut dire. Après, on peut régler le volume. Merci. Ça va largement aussi la voix droite. Est-ce que tu as entendu quelque chose ou rien du tout? Si, j'ai entendu, Ça va. mais je veux dire entendre. Voilà, mais je ferai attention. Et voilà, je pense que c'est surtout pour ça que moi j'ai décidé de me présenter devant vous. Bon. Je te laisse. C'était pas mal. Donc Jean-Christophe, j'habite Pontcharra depuis 10 ans maintenant, à peu près. Un peu plus fort. Voilà. Je vais porter la voix également. Ah, merci. Je suis militant dans l'association Terre de Liens qui s'occupe d'achat de terres agricoles pour installer des jeunes ou moins jeunes agriculteurs. En tout cas, des gens en général hors cadre familial qui ont besoin de terre pour s'installer. Et par ailleurs, j'ai milité dans les AMAP du coin, aidé à la création, participé à la création d'AMAP. Et c'est à ce titre associatif que j'ai été contacté par le rassemblement. Voilà. La décision de rejoindre le rassemblement, c'était aussi l'idée de dire, en fait, associatif, on est souvent en train d'aller plaider notre cause auprès des élus, et ben, pourquoi pas, si l'occasion se présente d'être élu, d'être en face, et d'essayer de favoriser de cette façon-là nos envies, voilà, nos projets.
ça qui serait motivé. Et c'est un peu de toute façon, c'était pas un plan auquel je pensais. Tous les matins en rageant. Depuis 5 ans. Voilà. Excusez-moi. T'as pas entendu la fin? D'accord. Parlez de la map. Non, je disais que c'était vraiment l'idée d'être en face. À titre associatif, on a l'impression souvent d'aller quémander des subventions, etc. Je me disais, tiens, pour faire avancer nos projets, pourquoi pas être en face et finalement pouvoir appuyer les choses qui nous font du bien. Et que celui à qui on va donner des subventions. Voilà. Être peut-être celui qui a le pouvoir de faire. Je fais ton interprète. Pas le pouvoir pour le pouvoir, c'est ça ce que tu veux dire. Mais quand même, avoir le pouvoir de faire, c'est important au lieu d'être celui qui demande. On fera ce qu'on pourra. Mais en tout cas, ensemble, c'est un peu l'idée de continuer les ateliers citoyens, donc qui nous ont aidés à mettre une belle dynamique au niveau de l'Isère, mais aussi particulièrement dans le Grésivaudan, parce qu'il y a quand même assez régulièrement pas mal de monde aux ateliers. Voilà, l'idée c'est quel que soit le résultat des élections, bien sûr si nous avons des élus, nous serons encore plus attentifs à les seconder et à continuer à travailler aussi autour d'eux. Mais je Bien pense sûr, que c'est pour les élus que nous aurons, pour tous les élus que voilà, nous aurons. tout à fait. Je pense que c'est aussi important qu'on garde cette dynamique, quel que soit le résultat des élections. Voilà, donc en fait nos candidats se sont présentés. On avait envie de faire peut-être une petite présentation avec Gwenaëlle, Gwendoline, pardon, qui est notre conseillère régionale, et puis une de nos conseillères régionales. Voilà. Et puis après, Janine nous expliquera, voilà, on avait envie de donner une forme un peu particulière à cette réunion, puisqu'on parlait de culture, on voulait faire quelque chose d'un peu moins traditionnel. Donc, on vous expliquera ça tout à l'heure. Donc ça marche. Voilà, merci. Donc voilà, comme ça a été dit, je suis conseillère régionale du groupe, j'appartiens au groupe Europe Écologie Les Verts au conseil régional de Rhône-Alpes. Nous sommes un assez gros groupe de 36 élus. J'étais auparavant, jusqu'en 2014, jusqu'à mars dernier, aussi conseillère municipale d'opposition à la ville de Grenoble. Donc voilà, et puis j'ai autrefois travaillé dans la culture et bientôt, là prochainement, à partir de décembre prochain, je vais laisser mes mandats puisque j'ai aussi 3 enfants et j'ai aussi d'autres choses à faire dans ma vie. Voilà, et je voulais commencer par dire ça, c'est que c'est très important le renouvellement en politique comme ailleurs. C'est important qu'il y ait des gens qui aient de l'expérience qui restent un peu, et puis c'est important qu'on renouvelle régulièrement, et puis c'est important pour les élus, pour que les élus ne soient pas des gens qui font ça toute leur vie et qui en oublient un peu d'avoir vécu, et donc de ne pas savoir mettre en place des politiques qui ressemblent aux gens. Mais c'est important pour soi aussi, parce que la vie d'élu, c'est une vie, vous allez connaître ce bonheur, c'est une vie de course, et c'est une vie où parfois on n'a plus le temps de participer à de la vie associative, parce qu'on passe sa vie en réunion politique au lieu d'être dans des associations comme Terre de Liens. Donc c'est bien que on passe de l'un à l'autre et qu'on change. Voilà, ça c'était pour me présenter rapidement. On voulait vous faire un petit point de contexte sur les questions de culture avant de pouvoir démarrer, de vous faire discuter vous et de vous faire nous poser des questions vous. D'abord dire que, voilà, je vais parler en tant qu'écologiste, mais c'est quelque chose que vous retrouverez chez les gens de Nouvelle Donne, chez les gens du PG, mais aussi chez les simples citoyens. C'est l'idée que la culture, c'est une valeur émancipatrice, elle permet l'émancipation des gens et elle a cette importance-là extrêmement précieuse. Elle n'est pas à sacrifier. C'est important de se nourrir, c'est important d'avoir chaud, c'est important voilà, plein de choses très concrètes, mais la culture, elle a cette importance-là de faire de nous des êtres humains debout, et des êtres humains qui savent analyser. C'est pour ça que la culture est quelque chose que les forces progressistes, les forces humanistes, voilà, qu'ils soient écolos, gauchistes, simples citoyens engagés, c'est de toute manière quelque chose que nous défendons à tous les échelons. C'est souvent les élus écologistes de tout pays, qu'ils appartiennent au Parti des Verts ou à d'autres partis d'ailleurs, qui sont les seuls à défendre par exemple un budget culturel européen.
parce qu'on pense que même au niveau de l'Europe, pour faire exister une pensée, une vraie communauté européenne, il faut ça. Et au plus petit échelon, dans les plus petits villages, etc., tous les échelons. Et en France, la culture, c'est justement une compétence partagée. Ça veut dire que ce n'est pas une compétence dont une seule collectivité s'occupe, ce qui est le cas par exemple de la formation continue. La formation continue, il n'y a que la région qui s'en occupe. La culture, c'est quelque chose que tous les niveaux peuvent décider de mettre en œuvre et d'avoir des budgets pour le faire, du plus petit village au plus haut niveau de l'État. Et c'est pour ça qu'on peut, en croisant tous ces budgets, essayer de faire vivre des choses sur les territoires. Alors la culture, c'est ce qu'on peut aller écouter, voir, contempler si c'est de l'art pictural, évidemment. Voilà, ça nous fait passer des moments intéressants, ça nous des beaux moments, etc. Mais ça peut être aussi de la pratiquer. Donc évidemment, il y a tout le côté aussi éducation populaire, il y a tout le côté pratique artistique. Et là, le Conseil général de l'Isère a particulièrement une compétence, par contre, qu'il est le seul à avoir, qui est l'aide à l'éducation artistique. C'est vraiment quelque chose dont le Conseil général est normalement censé s'emparer. Évidemment, actuellement, par les temps qui courent, avec les problèmes de finances et de dotation de l'État et d'argent, la culture, c'est de manière générale la première sacrifiée. On a vu tout de suite après les élections de mars beaucoup de villes partout en France tout de suite enlever carrément le budget culture, arrêter des compagnies, arrêter, voilà. Je sais que vous connaissez le problème à Pontcharrat, mais c'est aussi le cas dans différentes villes de l'agglomération grenobloise où les théâtres ont été arrêtés du jour au lendemain, etc. C'est évidemment, les collectivités font face à un vrai problème d'argent. Donc ça, on ne peut pas le nier. Maintenant, il y a des choix qui peuvent permettre de choisir de mieux équilibrer les choses. Alors, je vais prendre un exemple. Il a un peu défrayé la chronique ces derniers temps. C'est l'exemple de la ville de Grenoble. La ville de Grenoble a pour 3e budget la culture. C'est le 3e en argent. En argent, c'est son 3e budget. C'est extrêmement rare en France. Quand je dis que c'est extrêmement rare, c'est-à-dire que des villes de Lyon, qui sont pourtant des villes beaucoup de théâtre, beaucoup de choses, etc., c'est pas le 3e budget de la culture. C'est vraiment une ville qui met beaucoup d'argent à la culture. Et la nouvelle majorité a décidé de conserver ça. C'est-à-dire que proportionnellement, c'est toujours le 3e budget. Simplement, ils avaient de tels besoins d'argent, il fallait qu'ils diminuent, qu'ils ont diminué toutes les politiques. Il y a une seule politique qu'ils ont refusé de diminuer, c'est le social. C'est le seul où ils n'ont pas touché un centime, mais il a fallu toucher tous les autres. Donc après, comment vous faites les choix? Le choix a été fait à Grenoble de supprimer la subvention à un orchestre qui faisait peu de choses sur le territoire, qui sont les musiciens du Louvre, qui n'avaient pas besoin de cet argent-là, parce qu'ils ont de l'argent à tous les niveaux, même à un niveau international, etc., pour préserver les petites équipes, les petites structures, pour préserver ce qui se fait dans les quartiers, ce qui se fait à tous les niveaux, et aussi pour préserver les petites compagnies qui, elles, n'ont pas d'autre argent que celle de la ville de Grenoble. Donc, vous voyez, aujourd'hui, avec les finances actuelles, il y a des choix à faire. Et c'est d'autant plus compliqué sur le territoire que le Conseil général de l'Isère, depuis plusieurs années, diminue de manière très forte ses subventions à la culture. C'est devenu vraiment terrible ces dernières années. Avec, pour le coup, là, un petit peu moins de raison, parce que le Conseil général de l'Isère est une collectivité qui reste aujourd'hui avec des marges de manœuvre financières suffisantes. Et ils pourraient continuer à aider la culture, mais ils ont fait le choix de sacrifier beaucoup ça. Et c'est un peu dommage. Donc voilà, ce qui devrait être le rôle du Conseil général. Et ils avaient eu cette réflexion il y a quelques années en arrière, c'est d'essayer d'aider un peu partout sur le territoire les petites écoles de musique, les petites écoles de théâtre, etc. Ce type, voilà, les petits ateliers de peinture, etc. pour l'éducation artistique, ce dont je vous disais qui est vraiment sa compétence. Et puis d'aider aussi un petit peu à ce que la culture ne soit pas que dans les grosses villes, pour que les gens n'aient pas forcément à aller faire des kilomètres pour aller voir un spectacle. Et ça, c'est aussi un travail qu'on peut faire avec les grandes structures. On peut demander aux grosses structures qui sont solides et qui ont pas mal d'argent, leur disant, vous devriez faire tourner certains de vos spectacles dans des petites salles, etc., etc. Donc c'est ce genre de choses que le Conseil général peut faire. Voilà, je crois que j'ai dit à peu près tout ce que je voulais, mais n'hésitez pas à me poser des questions si vous le souhaitez. C'était vraiment un petit point de contexte pour lancer le débat. Merci. Est-ce que tu nous expliques un peu comment vous proposez, Janine, Oui. de faire ce soir Pour certains d'entre vous doivent connaître un peu le mécanisme. Donc l'objectif, c'est d'utiliser des techniques qu'on appelle d'éducation populaire, justement,
pour avoir un échange où chacun peut s'exprimer de la façon qu'il souhaite. Donc, on va se donner une bonne heure pour pouvoir le faire. Je vais vous distribuer des post-it, deux post-it, enfin, si vous en avez besoin de plus, vous me direz, 2 post-it à chaque personne. Sur un des post-it, donc on va dire l'orange par exemple, vous allez mettre une réflexion sur la question de la culture. Comment vous voyez un projet culturel, à quoi la culture peut vous faire penser en termes d'organisation. Il faut être... qu'est-ce qui, dans votre vie quotidienne, vous rattache à la culture? Alors, non, pas les verts, parce que vert sur vert, ça mélange les produits. Ceux qui n'ont pas de stylo, on a quelques stylos aussi. Des verts, voilà. Sur l'autre post-it, donc sur le blanc, vous allez plutôt parler de l'émotion, parce que la caractéristique de la culture, quand même, d'abord, c'est de faire appel à nos tripes, à notre fondement émotionnel. Et donc, je voudrais que vous fassiez aussi un petit effort pour essayer de trouver, comme ça, des termes, des phrases, des choses qui vous parlent en termes d'émotion. En sachant que la culture, là on a parlé de 3 choses principalement, le pictural, la musique en gros et Le spectacle. Le spectacle vivant. le spectacle vivant, le théâtre, spectacle vivant. La culture, c'est aussi autre chose. C'est aussi l'environnement culturel au sens large. Tant, par exemple, l'organisation d'une ville en termes de confort, d'agrément de vie. C'est aussi tout ce qui est lecture. C'est quelque chose d'important. Mais la culture, c'est aussi l'ouverture sur l'autre, c'est aussi les échanges. Voilà. Donc je veux ouvrir simplement le panel parce que chacun va avoir des sensibilités, des axes. Donc on va le faire tranquillement. Là, je vais vous laisser 3-4 minutes pour y réfléchir. Après, je ramasse les copies. Et on a des bonnes notes, madame. Et bah, si vous restez jusqu'au bout, vous aurez droit à boire un coup. Donc, Tu veux redire un peu, parce que je n'ai pas bien compris. L'orange, je sais pas, blanc. Donc, l'orange, c'est plus sur le terme de l'organisation, de l'organisation de la culture, d'un projet culturel, quelque chose que vous voyez avoir envie en termes de culture. Et l'autre, c'est plus, on va dire, matérialiste en gros. Et l'autre, ce sera plus émotionnel. Donc, je voudrais bien qu'on arrive à avoir ces 2 sentiments. Donc je ramasse les copies. Pendant que je ramasse les copies, que je fais un petit peu mon organisation sur mes tableaux, Jean-Christophe, je pense que peut-être que Laurence aura aussi des compléments éventuellement à apporter sur nous parlera des questions de fermeture du coléo, un petit peu. Pour que, comme ça, on peut parler aussi vraiment de ce qui nous arrache les tripes. Donc, on est dans cette situation-là à Pontcharrat. On se retrouve dans la même situation à Pont-de-Clé, une situation très très proche à Pont-de-Clé avec la fermeture de l'amphithéâtre, avec des licenciements à la clé, sec, des choses vraiment humainement totalement inacceptables. Voilà. Donc je vous laisse, hein, on va se donner 4 minutes, pas trop de temps, vous y allez, de toute façon ça sera un peu spontané. Le deuxième, on n'a pas compris. L'émotion, Oui, l'émotion. tes tripes.
Mais en plus, rien n'est obligatoire. Voilà. J'ai toujours la liberté de refuser. Attends. Ils arrivent les papiers blancs. Voilà, ça vous convient? Voilà. Tiens, vas-y, tu peux en mettre aussi. Eh oui. Didier de Planck, pardon, qui nous a rejoint. Qui est candidat sur le moyen de Gévaudan, qui habite Pôle. Et on proposait de faire un point éventuellement sur la situation du Coléo. Peut-être quand c'est plus que moi en fait. Tu voulais que je parle de ça? Après, Non, non, mais je sais pas, je crois que tu as peut-être des informations. Moi, j'ai des infos. Nous, on a des infos J'en ai pas des toutes toutes fraîches. Je suis désolée, j'ai pas de micro. moi, je- Si tu me l'as, si tu me. Enfin bon, si vous Juste l'avez tout à l'heure, demandé, à la suite de la réunion, peut-être vers 22h, il y a Christine Vigne-Zamora, je crois, qui est responsable de la section théâtre-études au collège ou au lycée, je sais plus. Plus fort. Au collège ou au lycée, voilà. Donc il y a quelqu'un qui s'occupe de la section théâtre-études, qui nous rejoindra et qui partagera son inquiétude. Et puis, aujourd'hui, elle était une des instigatrices de la pétition qui a eu lieu pour faire prendre conscience aux maires de l'importance de la culture, enfin, en tout cas de garder une programmation sur le Coléo. Et aujourd'hui, ils n'ont pas des réponses très claires. Alors le maire, il est venu nous saluer tout à l'heure en début de, vers 8h moins quart, avec des propos un peu rassurants, mais visiblement qui ne sont pas forcément reçus comme ça par les personnes en place. Voilà. Vous avez dit que c'était réglé. Et Claire, tu disais que tu savais quelque chose. Oui, en fait, il va y avoir une programmation, à la fois une programmation mais plus limitée. Et effectivement, elle sera ouverte, le collège sera ouvert aussi à des possibilités de location de salles. Voilà, ils vont mitiger les deux, mais il y aura quand même une programmation. Ce n'est pas une fermeture totale comme ça avait été dit au départ, mais effectivement, ce sera limité. Voilà. Le budget, effectivement, a été coupé sur... voilà, il faut que ça rapporte un peu plus. Alors, ce qu'avait l'air de dire le maire tout à l'heure, c'est qu'en fait, ils avaient fait un peu des études sur la salle et que pour que ça puisse être ouvert au public et donc qu'ils puissent la louer, il faudrait vraiment faire des investissements importants. Et que du coup, c'était pas du tout sûr qu'ils arrivent à ouvrir cette salle pour en faire, ils voulaient un peu en faire une salle des fêtes, effectivement. Voilà, ouais. Comment l'été ou je ne sais quoi, il y a des mariages ou des anniversaires, des choses comme ça. Et en fait, c'est pas du tout sûr qu'ils arrivent à faire La deuxième partie. la deuxième partie. Ce qui veut dire qu'il va falloir être d'autant plus vigilant parce qu'ils espéraient avoir quand même des rentrées d'argent par là qui vont du coup pas forcément avoir. Donc, je pense que... Mais bon, le budget se vote ce soir C'est au-dessus, là. à l'étage du dessus. Je ne sais même pas s'ils vont pas passer la nuit, quoi. C'est 800 € le quart. Donc vous imaginez un peu, nos subventions, elles sont aussi en baisse au rectorat. Et ce qui était pratique, justement, pour nous, c'est justement ce travail de proximité qu'on faisait habituellement. Voilà. À pied, c'est pas loin. Voilà. Et donc moi, bon, par rapport au collège, donc à ces salles, à ces deux classes spectacles de théâtre qui existent depuis une dizaine d'années, moi j'ai dit au collège que s'il n'y avait pas de programmation, j'arrêtais de gérer les classes théâtre. Voilà. Parce que j'estime que les élèves, le but, c'est non seulement, comme j'expliquais, de travailler avec un comédien, de mener un projet de classe autour du théâtre, puisque c'est ce qui se fait, mais c'est aussi de leur offrir une programmation, c'est qu'ils aillent voir des spectacles, c'est qu'ils rencontrent des gens du spectacle vivant, c'est qu'ils rencontrent des professionnels, c'est qu'ils puissent discuter avec eux, c'est qu'il y ait vraiment un environnement culturel autour. Il me semble que, je sais pas, moi ça coulait de source, hein, il faut qu'il y ait tout ça pour que justement ces gamins aient vraiment une sensibilisation au théâtre. Et si on n'a pas de programmation, je ne vois pas trop l'intérêt de continuer le travail que j'ai fait. Ce qui m'attriste le plus, c'est qu'on a mis des années et des années à gagner la confiance de la DRAC, de la DAC, enfin tous les organismes de la culture et de l'éducation nationale qui nous donnent des petites subventions, hein, pas grand-chose, mais quand même qui reconnaissent le travail, qui nous aident à payer notre comédien, à faire des ateliers, etc.
et qu'on a mis des années et des années. Ça a été vraiment un travail de longue haleine et que là, finalement, si ça s'arrête, tout s'arrête et puis voilà. Et du jour au lendemain. Ouais, c'est un peu ça, voilà. Donc moi, je suis un peu triste parce que je me dis que voilà, nos élèves, je pense que ça va être bien difficile pour eux. Il faut savoir que les petits de l'école y vont, les primaires y vont, le collège y va, et qu'au lycée, on emmène beaucoup de nos élèves de première, parce que c'est dans nos programmes d'ailleurs, leur montrer tout ça. Voilà. Donc, désolée, je plombe peut-être. Non, mais c'est vrai que du coup, voilà. Donc, pour l'instant, on en est là. Je sais pas trop. Donc c'est approximativement la même situation à l'amphithéâtre. Oui, le exactement. clé. Oui, bien sûr. Voilà, Oui. avec par contre un projet très clairement annoncé qui est à la place de l'amphithéâtre de mettre le fameux planétarium de M. Ferrari, qui fait l'unanimité, je porte dans mon cœur. Voilà, donc le planétarium qui devait être normalement dans les moulins de Villancourt. Et voilà, du jour au lendemain, sous prétexte de baisse de subventions, etc., de baisse de budget de la ville, eh bien, le planétarium serait maintenant à l'amphithéâtre. C'est vrai que l'intercommunalité, conseil de développement, ça peut discuter ça aussi. Non, C'est vrai qu'on parlait des structures, finalement, chaque village, chaque ville a mis a eu sa structure finalement. Est-ce qu'aujourd'hui ça pourrait pas être mutualisé justement pour regarder parce qu'il y a un rayonnement qui est quand même pas. Effectivement, il y a un peu un vide entre ici et Chambéry, quoi. Enfin, il y a une salle à la Ravoir par exemple. Mais les salles, l'espace Paul Jargot et puis l'espace Aragon fonctionnaient beaucoup, enfin mutualisaient beaucoup avec le Coléo. Donc ils partageaient des résidences, il y avait pas mal de choses qui se mettaient en place tout doucement. Et avec le soutien de l'intercommunalité ou juste avec oui, la bonne volonté des non, oui aussi. Et donc ça a commencé un peu à prendre forme. Voilà, il y a différents exemples. Donc, il y a la ville de Pont-de-Clé à côté de Grenoble qui avait un joli lieu qui s'appelait l'amphithéâtre. C'est pareil, la compagnie, on leur a demandé de partir et ils reprennent ça donc, en régie directe en fait, au lieu de voilà, ils reprennent ça en direct et ils vont essayer pareil de faire à peu près la même chose, c'est-à-dire d'avoir quelqu'un dans les services internes de la mairie qui va trouver quelques spectacles à programmer durant l'année. Et en parallèle, ils vont aussi essayer de le louer pour faire un peu d'argent. Et après, par exemple, à Fontaine, la ville de Fontaine, aussi à côté de Grenoble, ils ont une salle qui s'appelle La Source, qui est très récente, très récente. Et donc eux, le système, ils ont failli tout arrêter en septembre, ils ont trouvé quelques moyens. Mais alors ce qui se passe, c'est qu'il n'y a plus de chargé de com. Il y avait une équipe dédiée, il n'y a plus d'équipe dédiée sauf une personne en fait. Il y avait 3 techniciens, il n'y en a plus qu'un. Les 2 autres étaient des contractuels, donc contrairement à des fonctionnaires, ça a été facile de pouvoir les licencier rapidement. Et donc il est resté un sur les 3. La chargée de communication, pareil, était une contractuelle, c'est pareil, ils l'ont licenciée et ils vont faire la communication dans les services eux-mêmes. Et la programmation, c'est l'adjointe à la culture qui elle-même va trouver des choses. Et ça. Donc les villes sont en train, voilà, et c'est vrai qu'on est un peu dans un paradoxe qui est qu'il y a quelques années en arrière, toutes les villes et toutes couleurs politiques confondues voulaient avoir leur salle à elles, y ont mis beaucoup d'argent, on construit parfois des salles qui étaient peut-être un peu excessives pour le territoire, etc. Puis on était dans une concurrence, c'est-à-dire qu'à Grenoble, chaque ville avait sa salle, personne ne peut aller voir autant de spectacles le même soir. Enfin, il y avait et puis maintenant, on ferme tout, donc on est un peu, voilà, il faudrait que parfois on apprenne un peu mieux à mutualiser les lieux, à savoir travailler des villes les unes avec les autres. Voilà, parce que peut-être c'était pas à peine, par exemple, dans l'agglomération grenobloise, de créer toutes ces salles, parce que c'est vrai que là, il y en a plein qui vont fermer d'un coup. Par contre, on se retrouve là dans le sens inverse, c'est-à-dire qu'on va vraiment avoir une pénurie de propositions sur Grenoble, là, après avoir eu une offre parfois un peu trop pléthorique. Donc c'est vraiment très très dommage. Et certaines de ces salles, comme la Source, sont très très récentes. Donc voilà, l'amphithéâtre, c'est un joli. Donc on est dans cette période un peu d'incertitude sur un certain nombre de intervenir. Je me connecte là sur ce que tu dis.
propos de ces villes qui, depuis 30 ans, construisent toutes leurs salles. Voilà, pour différentes raisons. Moi, j'ai milité dans des associations, des partis politiques, des groupes d'artistes, puisque je suis artiste de métier, et ça fait 30 ans qu'on s'est retrouvés 2 ou 3 parfois à dire les salles pour qui, pourquoi. Vous dites on va reprendre la programmation. Quelle programmation? Ces salles se sont déjà mutualisées, elles font tourner toujours les mêmes. C'est pas compliqué, c'est un syndicat qui s'appelle le SINAVI. Nous avons depuis 30 ans ce que j'appelle moi les petits patrons de la culture, je suis désolée de le dire en ces termes, des personnes qui sortent avec des diplômes de gestion culturelle, qui n'ont jamais une seconde pris le risque et je parle d'une époque aujourd'hui que nous vivons aseptisée et sans aucun risque nulle part, sauf certains qui vont attraper le paludisme pour des actions culturelles en Afrique. Voilà, ça effectivement, c'est un risque, ça fait partie des multiples risques qu'on peut avoir la jouissance de prendre aujourd'hui. Or, aujourd'hui, moi, fallait pas me lâcher, fallait pas m'inviter. Il y a peu d'endroits, et je vous en remercie, et en discutant plus intimement, tu comprendras le sel de ce remerciement. Je vous remercie vraiment. Dans tout le département, il n'y a pas une réunion sur la culture pendant ces départementales, alors que... donc merci, quoi. Voilà. Alors qu'il y a quand même des gens dans le milieu culturel qui essayent de penser, d'agir, même depuis 30 ans, même depuis ce désastre de la culture produit, parce que ces salles n'ont pas produit autre chose que des gens qui essayent de faire des produits qui seront rachetés par les salles, que ce soit l'amphithéâtre ou le Coléo. Donc peut-être, moi je suis autant que je peux, les différentes discussions qu'il y a, parce que je suis de Grenoble, autour des concertations d'habitants par la nouvelle majorité. Et il y avait la présentation du budget il y a un mois. Il se trouve que moi, dans nos activités artistiques, on a choisi, dans l'équipe à laquelle j'appartiens, on a choisi la frugalité heureuse depuis déjà 30 ans. Ce qui était extrêmement mal vu, ce qui a toujours été extrêmement mal vu. Je pense qu'on personnalise les choses, donc la personne que je suis responsable d'une équipe artistique est considérée comme quelqu'un d'amateur parce qu'elle n'aligne pas les zéros et que depuis 30 ans, j'ai oublié de le mettre sur mon papier orange. Mais la culture n'a pas besoin de millions de zéros. Voilà. C'est faux, c'est un mensonge depuis 30 ans. Il faut prendre l'air pointu, avoir l'air distingué, afficher des budgets pharaoniques, auquel cas on est reconnu. Voilà. Maintenant, le travail de terrain qu'on fait en se battant depuis 30 ans à contre-courant, c'est-à-dire en disant que les budgets surdimensionnés sont pris pour une attaque sur la qualité même de la culture. Donc j'en reviens pour conclure à cette présentation du budget qui nous a été faite par l'équipe municipale de Grenoble, qui s'est conclue par quelque chose qui m'a ravie, et je le dis avec beaucoup de bonheur, puisque mon métier m'a contrainte toute ma vie avec une thèse et Bac+7 à vivre avec 90% du SMIC. Donc je dis avec beaucoup de liberté que quand il a été dit par l'équipe municipale, mais peut-être qu'enfin cette austérité que je vomis, bien sûr, hein, pour toutes les raisons que vous savez, y compris internationales, bien entendu, intellectuellement et politiquement. Mais peut-être qu'elle va nous apprendre à reconsidérer, petit 1, l'argent, mais petit 2, notre rapport à la culture, qui n'est en aucun cas un produit, une consommation, une marchandise, mais quelque chose dont nous sommes tous, là, vous, monsieur, également, responsables, parce que c'est l'âme. Voilà. Je me tais. Excusez-moi, vous pourriez vous présenter, parce que c'est pas forcément toujours... Oui, c'est peut-être bien que chaque personne d'ailleurs qui intervient dise qu'elle est. J'ai pas osé le faire parce que d'habitude j'insiste là-dessus en disant que chaque personne qui prenne de façon à ce que quand on soit dans un groupe on se connaisse un minimum. Donc je m'appelle Laurence Rémy et je dirige, comme on dit, enfin je sais pas comment on appelle ça, je fais partie d'une équipe théâtrale qui s'appelle l'Atelier du Possible sur Grenoble. Et nous avons 2 structures, l'Atelier du Possible et Prenez Place et compagnie, qui sont 2 structures différentes.
l'atelier du possible, c'est création artistique en essayant d'avoir une pensée depuis 30 ans, donc on a fêté nos 30 ans cette année, une pensée sur qu'est-ce que c'est, de quel droit on fait ça, voilà. Ça nous conduit de notre petit quartier Saint-Laurent et à Maubroge, où on est implanté avec les institutions, jusqu'au cœur de l'Afrique, ce qui nous permet quelques échanges fructueux. Et puis par ailleurs, on a Prenez Place et Compagnie, qu'on a créé tout récemment avec une jeune équipe, et puis les gens, on se spécialise dans l'intervention urbaine, comment la culture permet aux gens de prendre la parole sur la possession de leur territoire. Voilà. Et nous sommes 4 représentants. Nous sommes venus à 4 parce que, voilà, ici on parle de culture. Scénographe, comédien et administrateur. Voilà. Je promets de ne pas être trop bavarde, comme nous, mais là, c'est trop souvent les gens de théâtre. C'est vraiment passionnant. C'est l'objectif aujourd'hui. Peut-être que vous avez des choses à rajouter d'ailleurs. Tout est dit. T'as vu comment je les ai étudiés? Non, mais pour rebondir un peu, c'est vrai que de manière générale, la sobriété va nous amener dans tous les domaines à être certainement plus intelligents. Aujourd'hui, moi, pour être conseiller régional, je peux vous le dire, il fut un temps où les collectivités mettaient beaucoup d'argent sans savoir s'intéresser, mais parfois de manière... on est proche de l'illégalité parfois. Il y a encore une structure actuellement, je pourrais vous parler des heures, je vais juste prendre une seconde, qui s'appelle ERAI, donc c'est une association régionale qui est censée aider les entreprises à l'accompagnement à l'export. C'est une association qui a bénéficié d'énormément de subventions de la région. Et cette association n'a pas présenté des comptes consolidés depuis des années, alors que la moindre petite association culturelle ou sociale, ou etc., qui demande 50 000 €, on leur demande une tonne de papier comme ça. 2500 €. Et il n'y en a jamais assez. Donc voilà, donc c'est pour vous dire qu'à quel point, à un moment donné, l'argent, voilà. C'est vrai qu'on... Nous, beaucoup de choses que nous, les élus écolos, on demandait, on disait, mais est-ce que cet argent est bien utilisé? Mais est-ce que c'est... Voilà, est-ce que c'est le rôle d'une collectivité d'aller, etc. Pendant des années, on nous a rayonnés. Aujourd'hui, ils en viennent eux-mêmes à le faire parce que de toute manière, les moyens font que ça va être vrai pour beaucoup de choses. Et c'est vrai que la politique de prestige qui est passée par la culture, et souvent la culture était quand même très instrumentalisée par les collectivités, parce qu'en fait, d'abord, la compagnie en place, ou l'artiste en place, etc., il allait parfois jusqu'à faire la promotion de gens pendant les campagnes, hein, ça s'est encore vu récemment. Donc voilà, il y a vraiment des artistes qui ont pris fait et cause à un moment donné pour une majorité, etc. Voilà. Donc c'était utilisé, mais c'est aussi parce que d'avoir sa salle, ça donnait, ça donnait l'impression qu'on donnait de l'argent à la culture, etc. Donc ça, on va en sortir, parce que de toute manière, le manque d'argent fait qu'on va être obligé d'en sortir, et certainement qu'il va s'inventer du coup des choses plus intéressantes, comme effectivement la culture, revenir à des choses ringardes d'il y a longtemps qu'on disait, l'éducation populaire, la culture dans la rue, les lectures publiques, voilà, des tas de choses qu'on a vraiment progressivement beaucoup abandonnées pour bien enfermer dans des salles très belles et très propres, et du coup on n'a plus été au contact des gens du tout, et cette idée de la médiatisation culturelle, de la démocratisation culturelle et tous ces mots des années 70 qui ont été vraiment abandonnés, on va certainement y revenir, et aussi, certainement aussi que ce qui va être intéressant, c'est que là par exemple, à Pontcharrat, tu sais qu'il y a une pétition, etc. Il faut se rappeler que par exemple ce monument aujourd'hui qui est la MC2 et qui est un petit bijou technologique, hein, le plus beau petit bijou de France pour l'instant, il n'y a pas eu de meilleure construction depuis, et après ils n'ont plus eu d'argent. C'est simple, après la MC2 de Grenoble, ils n'ont plus eu d'argent pour construire des bijoux pareils. Quand elle se crée, cette maison de la culture, et d'ailleurs les anciens de Grenoble, ils disent la MACTU encore, ils disent toujours pas les 22, c'est les gens de Grenoble qui la demandent, et c'est les gens de Grenoble qui participent, il y a des spectateurs aident à la progression, etc. Et c'est des militants de la culture. C'était le sujet de ma thèse, des militants associatifs. C'est des militants associatifs. Et du coup, après, c'est vrai qu'on est rentré dans un système très consommation. Alors peut-être que la mort de ces petits lieux va faire qu'effectivement les gens vont se réemparer du sujet et dire ben, moi j'ai besoin de culture dans ma vie, j'ai besoin de m'évader, j'ai besoin de penser les choses à travers le regard d'un artiste, etc. Et va peut-être faire qu'on va retrouver un peu aussi cet élan qui venait de la base
et pas simplement de ces choses qui viennent d'en haut. Donc, l'austérité aura peut-être, malgré effectivement toutes les critiques qu'on peut faire évidemment sur le plan idéologique, l'austérité aura peut-être cette chose-là de... C'est bon ? Voilà. C'est pas très simple hein, comme exercice. Hein, Bon, alors, premier constat, quand on est dans une réunion comme ça entre nous, on a beaucoup de mal à parler émotion. Je m'y attendais un peu, pour tout vous dire, mais c'est vrai qu'on a l'impression que la politique se fait sans émotion. Qu'on frustre nos émotions, qu'on les enferme quand on fait de la politique. Et moi, ça, c'est toujours un peu gênant, parce que je trouve que c'est aussi, je dirais presque d'abord, une question d'émotion. Alors, il y a plusieurs projets, plusieurs approches qui ont été, que vous avez eues. Donc, vous voyez, c'est très. Il y a des choses qui se partagent, qui basculent d'un côté ou de l'autre. C'est assez amusant. Donc là, moi, j'ai mis au cœur, du coup, ce petit mot. Donc les personnes, donc je vais prendre au hasard, je ne sais pas qui c'est. Hein. J'ai vraiment pas du tout cherché à identifier des écritures quand vous m'avez donné vos papiers. Je vous demande de me faire confiance, de faire confiance à ma bienveillance pour échanger. Donc je vais prendre peut-être des papiers qui me semblent un peu représentatifs et puis je vais demander à la personne si elle veut rajouter un petit peu quelque chose, étoffer un petit peu, parce que c'est quand même léger, hein, ce qu'on peut mettre, enfin c'est à la fois lourd et léger, quoi. Donc, projet, la culture pour tous, en effectuant un vrai travail sur la demande, les publics, et souligner non uniquement l'offre, les opérateurs. Donc, je pense que c'est aussi un peu central pour moi, parce que il y a aussi toujours cette question de comment on gère aussi ce genre de relations. Mais moi, ce qui m'intéresse aussi, bien sûr, c'est la culture pour tous. Et qu'est-ce que ça signifie, demande et offre? Je ne sais pas qui est-ce qui a écrit ce petit mot. Ça doit, Xavier. C'est l'acquisition. Je peux juste commenter, en fait, madame connaît peut-être, je ne sais plus comment, il est mort, en fait, c'était un ancien président du Syndéac. C'est un ancien président du Syndéac, un syndicat d'artistes, qui a fait un ouvrage il y a à peu près 5 ans, et qui est hyper explosif, en fait, où il dénonçait l'échec de la démocratisation culturelle. Enfin, je ne sais pas si vous connaissez cet auteur, en fait, mais j'ai oublié son nom, je le cherchais, mais et c'est un pamphlet, c'est vraiment très très féroce. C'est très féroce en fait, et ça montre que malgré tous les efforts effectivement des maisons de la culture, de beaucoup d'argent investi par pas mal de collectivités, les statistiques, et pas uniquement les statistiques quantitatives, mais aussi un peu plus qualitatives, montrent qu'il y a encore beaucoup de franges de la population qui n'accèdent pas à différentes formes de culture. Enfin, au pire, le livre, et encore, c'est peut-être la seule chose que certains appréhendent. Et donc, moi, ça m'a beaucoup interrogé. En fait, j'avais été directeur d'un festival. En fait, c'était plutôt très institutionnel, et à l'époque, je ne me posais pas ce genre de questions. Et je me rends compte que c'est certainement vrai. Donc l'ouvrage était très féroce, et effectivement dénoncé, alors que le type était directeur du Syndéac ou président. Donc, en fait, il représentait les artistes, en fait, et les structures. Et il était très féroce sur le financement de la culture. Et il montrait qu'effectivement, il y avait un vrai problème. Donc, à partir de là, j'avais un peu creusé. Je m'étais rendu compte que des ministres s'étaient aussi posé la question. Catherine Trottmann, à l'époque, qui avait quand même mis les pieds dans le plat en disant qu'il y avait quelque chose qui ne fonctionnait pas. Et qui s'est fait virer aussi sec. Voilà. Perte et fracture.
Alors un peu plus surprenant, sous le ministère de la Culture Mitterrand, j'ai envoyé ça à des collègues, en fait, il y a eu un directeur de cabinet qui a fait un pamphlet aussi, alors j'ai oublié son nom, mais je peux l'envoyer, et qui effectivement mettait les pieds dans le plat en disant ça ne fonctionne pas, donc c'était sous un gouvernement de droite. Hein. Bon, je trouve ça assez intéressant. J'ai donné l'exemple dans un atelier précédent aussi d'un département de droite, en fait, mais démocrate chrétien, les Vilaines, en fait, dans l'ouest de la France, qui a fait par exemple de la démocratisation de l'enseignement musical une priorité, donc en fait qui a décidé de ne subventionner les associations et les écoles de musique que si elles mettaient en place des projets avec des politiques tarifaires audacieuses, donc que clairement c'était quasiment gratuit pour les personnes qui n'avaient pas les moyens, etc. Donc je me dis, ce qui m'intéresse, c'est que c'est pas forcément gauche-droite, c'est qu'à un moment, certains en fait reconnaissent qu'il y a un problème, donc ça je trouve ça pas mal, et qu'effectivement il faut y travailler, quoi. Donc il y a des problématiques de tarifs, effectivement, et donc c'est, enfin clairement ça oppose, sans vouloir forcément les confronter, mais les publics, et notamment ceux qui n'accèdent pas à la culture, et ceux qui essayent à un moment d'offrir des choses, en fait, qui sont les opérateurs et les acteurs, quoi. Et je ne veux pas les opposer, mais je me dis, à un moment, c'est comme ça qu'on peut voir le problème, c'est la demande, ces gens qui ne demandent rien, finalement, et qui, de toute façon, n'accèdent à rien. Et puis, il y a ceux qui proposent. Et donc, côté demande, c'est effectivement tout ce qu'on appelle éducation populaire, démocratisation culturelle, politique tarifaire, ateliers dans les quartiers, dans les écoles, toutes ces formes d'action qui, à un moment, font que des enfants, des jeunes, en fait, vont pouvoir avoir la chance, en fait, d'aller voir des spectacles, etc. Donc, moi, en tant que papa, en fait, et ma femme, en fait, on fait tout pour que nos enfants aient cette opportunité. Donc, on essaie de les emmener le maximum voir des pièces. Là, ce soir, mon fils, il est alors c'est bien, le lycée de Pontcharrat a fait des choses, là. Hein. Donc, ils sont tous, enfin, je veux dire, mon gamin sort à 11h, là, d'une pièce à la MC2, je crois. Mais enfin, je pense qu'il y a enfin, pour moi, la priorité telle que je la vois, c'est de travailler auprès des publics. Voilà. Après, je pense que les artistes, en fait, ont la même envie, en fait, aussi. Donc, moi, simplement, depuis 30 ans, j'entends d'un côté les tenants d'un modèle culturel bien établi qui est l'usine à spectacle. Alors, tu as le subventionné, tu as le privé, peu importe. J'entends aussi quand on dit culture, les uns et les autres disent on va voir un spectacle, on va écouter un concert, je sais pas quoi. Et tout ça est très ethnocentré, excuse-moi, pour moi, et extrêmement réducteur. Et pour moi, ça me rend malade. Je ne sais pas comment dire. Ça me blesse énormément. Et c'est pas du tout ton intention même malgré toute la bonne intention et la réelle honnêteté que j'entends dans ton propos. Ça fait 30 ans que j'entends des gens qui effectivement disent ah là là, c'est dégueulasse, il n'y a pas d'accès à la culture. Ça peut être un mec du Syndéac, ça peut être, tu vois, des écrits, des gens qui s'indignent. Et 30 ans que comme une enfant qui n'y comprend rien, je me dis mais il n'y a pas de souci. Enfin, nous avons travaillé des années dans ce qu'on appelle les quartiers, notamment à Mistral, des années, et auprès de ce qu'autrefois on appelait en termes politiques le Lumpenprolétariat, d'accord ? C'est-à-dire des gens qui sont censés être donc privés de la culture. Et après avoir erré quelques années en tant que metteuse en scène de théâtre qui se disait de quel droit je fais ça, eh bien ce sont les habitants de Mistral et ceux qui parlaient le moins français qui me l'ont appris grâce à leur culture. Donc je crois aussi que, je crois malheureusement que, je crois nécessaire une révolution, et je crois que la révolution c'est uniquement à l'intérieur de soi-même qu'on la fait, et que c'est très très dérangeant. Mais si des gens de bonne volonté qui parlent culture se mettaient à arrêter de penser qu'ils détiennent quelque chose de la culture. Moi je travaille en Afrique depuis 15 ans, dans une zone rurale de 100 000 habitants, qui ne mange qu'une fois par an de la pâte de fonio, qu'une fois par an. C'est pas du lapsus parce que j'étais dans les saisons, etc. Qu'une fois par jour de la pâte de fonio. Ça fait 15 ans qu'on est jumelés en tant que compagnie, et que chaque fois, la famille là-bas, donc la famille béninoise, le groupe avec lequel on travaille, qui sont donc des gens
qui n'ont pas beaucoup de choses matérielles me disent ah là, Tinti, tu n'oublies pas de parler de la beauté de notre culture. Et tous nos échanges, c'est la culture. On y part au mois de mai, c'est la culture. Événement, c'est la culture. On signe une charte d'amitié. Le premier truc, c'est la culture. Et quand je me retrouve dans des milieux militants qui se disent très de gauche, j'entends dire, mais ma pauvre Laurence, pourquoi tu veux militer pour la culture et te battre pour des concepts pareils? La France est en crise. Les gens souffrent beaucoup trop pour s'occuper de la culture. Voilà, donc ça, j'y comprends rien du tout. Je ne comprends pas pourquoi des gens qui n'ont pas à bouffer et qui crèvent du palu à 100% disent la culture, c'est notre dignité. Ben oui, la culture, bien sûr, c'est l'essence, c'est la flamme, c'est l'existence, c'est la survie, c'est l'intelligence. Et ça n'est pas cette toute petite noix de rien du tout qui est 15 pièces de théâtre par 3 mecs prestigieux à la Maison de la Culture, 3 concerts ici et là. C'est mondial, c'est l'inconscient, c'est l'invention, c'est la liberté. Et putain, il faut qu'on fasse péter ces concepts, c'est pas possible. Est-ce que ça peut pas coexister tout ça? C'est pas la question de coexister, c'est qu'aujourd'hui ne coexistent en Occident et en France qu'un concept, donc ça coexiste pas. Hein. C'est que ça coexiste pas, bien sûr que ça coexiste, souhaitons-le, mais c'est par contre là ce que tu disais, enfin qui est fondamental, c'est que il y en a assez de partir du haut pour donner la bonne pensée vers le bas. La nourriture que nous ont donnée pendant 8 ans de présence sur le quartier Mistral, des habitants qui étaient parfois en énorme détresse morale, matérielle ou sentimentale, c'était quelque chose et pas rien. Il faut faire péter nos concepts là. C'est pas les choses doivent pas s'opposer. Il y a plein de choses que c'est parce que je suis plus jeune maintenant, donc j'ai plus beaucoup de temps, quoi. Donc je suis impatiente de voir des choses avant de passer l'arme à gauche. Il y a des minimums que j'aimerais voir pour avoir été militant de la culture à 20 ans et avoir cru en 1980 qu'il allait se passer quelque chose. Voilà, j'aimerais et j'ai une chape de plomb avec une normalisation des choses. Des jolies usines qui ressemblent à des aéroports. Tu parles de la MC2, il y a de la moquette partout, ça sent bon. Putain, moi, dans la salle de la musculation du quartier Mistral, on a vécu des concerts de chant lyrique avec tout le quartier et les gars de la muscu qui disaient putain, ça d'enfer. Quoi, c'est fier, quoi. Les gens de la muscu, nous. Voilà. Donc c'est juste, est-ce qu'on peut. Faut faire péter les concepts. Et je te dis ça parce que quand je sens des gens, je sens bien, on est travaillé par ça. On est prisonnier, on est incroyable, on est aveugle, on est aveuglé parce qu'on est dans nos références. Et, si je peux me permettre. Alors, du coup, c'est vrai que je vais réagir un peu aussi par rapport à ce que vous dites. Hein. Donc ça peut bousculer un petit peu mes choses établies. Je ne dirai pas forcément tous les papiers, vous n'en accepterez pas. Par contre, il faudrait essayer de... c'est quand même vraiment... Alors du coup, je vais prendre celle-là parce que je trouve qu'elle correspond quand même bien à l'échange là. La culture, une manière élégante d'exclure, d'inclure. Qui se reconnaît? C'est toujours passionnant ce qui est. J'entendais bien dit ce que je pense. C'est vrai que on a la culture, la belle culture en majesté qui est avec quelques personnes qui peuvent nous dire ce qui est la culture. Et puis on oublie la culture des gens, la culture on va considérer comme une curiosité des cultures exotiques qu'on va se mettre à respecter parce qu'elles sont exotiques et qu'elles acquièrent du coup beaucoup d'attraits. Peut-être qu'on oublie de renverser un peu le regard, quoi. Et que par ça, on met des gens à la porte des salles. Elles auront beau être gratuites, tout ce qu'on veut, être ouvertes et avec un tapis rouge depuis le quartier les plus pauvres jusque dans la jolie salle
si le propos, si ce qui soutient notre propos, la philosophie qui nous anime, c'est qu'il y a une culture qui mérite une majesté et que la culture des gens ne mérite pas, ben, l'égalité, la vie commune de tous ces modes de culture ne peut pas se réaliser, ça stérilise. C'est pour ça que je l'ai mis ce point. Je ne sais pas ce que vous en pensez. C'est super. Quelqu'un qui veut réagir à ce que dit Véro? Ouais, moi je voudrais bien dire, je vais faire écho à ce que notre dit juste avant, c'est qu'en fait je trouve un parallèle assez important entre ce qu'on déplore par rapport aux gens qui ne s'intéressent pas à la politique. Et ben c'est un peu pareil que cette culture avec un grand C qu'on met ailleurs. Et donc voilà, il y a un divorce complet entre ce qu'on peut proposer avec toutes les bonnes intentions, puis en fait ce qui se vit, et qu'en fait bon, ben, on oublie qu'avant, je ne dis pas que c'était mieux avant forcément, mais bon, tout ce qui se faisait, on n'avait pas besoin de 4 convocations pour sortir l'accordéon, danser, chanter, raconter, faire une veillée. Et c'était ça la culture. Et ça, on l'a complètement perdu. Il faut le match de foot ou il faut autre chose de... Je ne sais pas, c'est forcément factice, mais bon, il faut un cadre, une organisation. Et on a oublié ce qui était comme ça, quoi. Spontané, qui venait des tripes, quoi. Et moi, je trouve que le parallèle est assez grand entre grande culture et ces pauvres petits bouseux là qui n'accèdent pas à la culture, les pauvres, ils sont trop en crise, ils n'y arrivent jamais, ils en ont peut-être plus, mais on les a complètement, ils sont complètement, ils n'osent même pas savoir qu'ils ont de la valeur. C'est pareil en politique, pareil. Moi, en faisant du porte-à-porte, c'est totalement ce que j'ai compris. J'ai même quelqu'un, dans notre échange au bistrot, qui a dit « Oh là là, mais en politique, mais ils sont là-haut, c'est des grands, nous on est des riens, on est en bas. » C'était quelqu'un de bien, hein. J'étais, mais ahuri, quoi. Mais c'est pareil pour la culture, à mon sens. Voilà. Ouais. Elle hésite. Oui, j'hésite. C'est pas si simple que ça. Mais vous ne pouvez pas vous priver de rebondir pendant qu'elle choisit. Hein. Non, mais moi je trouve que Colette a raison. Hein. C'est qu'on parle de l'accès à la culture, mais l'accès à la politique, aux idées, partager, échanger, ben, c'est pas dû à tout le monde de prendre la parole, de venir s'exprimer. Même quand on parle de la culture, moi j'habite à Pontcharrat, je suis militante à Pontcharrat, donc bien sûr je vais au Coléo de temps en temps, etc. J'ai aussi connaissance des projets du lycée, mais même par rapport à des personnes qui soi-disant sont bienveillantes, les enseignants, j'ai rien contre les enseignants, j'ai été enseignante moi-même aussi, mais quand mon fils était en 4e, je te l'avais raconté d'ailleurs Colette, il y a eu un voyage en Italie. Mon fils n'était pas latiniste, déjà le français c'était déjà compliqué, mais en fait on a organisé un voyage pour les jeunes qui faisaient latin, et tous les autres qui étaient dans la même classe, ils participaient à toute l'organisation du voyage, mais ils n'ont jamais été en Italie. Bon, moi j'ai un fils unique qui a beaucoup voyagé, mais j'ai quand même été dire à la prof que je connaissais, parce que j'ai fait toutes mes études aussi à Pontcharrat. Donc du coup je me suis retrouvée avec cette prof et je lui ai dit, mais je comprends pas, je travaille dans le social aussi, je le dis à tout le hasard, puisque favoriser l'accès à la culture, madame, je ne vous connais pas, mais peut-être que on devrait peut-être se connaître par ailleurs. Donc c'est un travail quotidien que je fais également avec plein de partenaires. Et pour mon propre fils, ça n'a jamais été le cas. Donc j'ai été voir cette prof et je lui ai dit, mais je ne comprends pas, tu as une classe de 4e, tu emmènes tes latinistes en Italie et les autres, ils participent à l'organisation du voyage. Je dis, moi, mon fils n'est pas concerné parce qu'effectivement, il voyage. Mais ceci dit, aller en Italie avec une prof qui peut lui ouvrir l'esprit autrement, j'aurais trouvé ça intéressant quand même. Mais non, et ça s'est jamais fait. Mon fils, il a aujourd'hui 18 ans, il n'est jamais parti en voyage scolaire. Donc vous voyez, on parle de ça, parce que tout à l'heure, en plus, on va avoir une prof du lycée de Pontcharrat. Donc voilà, moi j'habite ici, on est ici aussi pour parler de politique, il me semble, parce que la culture et tout, je veux bien, moi je suis très intéressée. Mais il y a aussi, le débat politique, c'est aussi ça.
C'est que moi, je suis habitante ici, et si je suis là aujourd'hui, c'est en tant que citoyenne, c'est parce que moi aussi, à partir d'aujourd'hui, j'ai pas trop de temps parce que malheureusement et heureusement, j'ai un emploi qui me prend beaucoup de temps, et je fais avancer à ma façon certaines idées. Mais en tout cas, moi, c'est clair que quand j'ai mon mot à dire, je le dis, et je vais le dire en direct, que ce soit à une prof ou à un politique, même à monsieur le maire. Donc voilà. Donc aujourd'hui, c'est pour ça que je suis là, c'est aussi pour dire ça. Et les émotions, je suis d'accord avec vous, et c'est pour ça que je te rejoins aussi, Colette, c'est que les gens, ils ne peuvent pas parler de leurs émotions comme ça, c'est très, 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 très difficile. Il faut déjà être bien dans sa peau, il faut être... c'est pas évident d'exprimer quelque chose qu'on a tout à l'intérieur de nous. Donc c'est peut-être pour ça aussi que s'exprimer de la culture, c'est quelque chose de très intime, de très personnel. Voilà, et je ne dirai pas plus. Non, les émotions en groupe, je trouve que c'est très dangereux. Mais pour l'accès à la culture, c'est... Voilà. Ça même les personnes de bonne volonté, c'est quand même encore très... Mais on se connaît aussi, mais vous ne m'avez pas reconnu. J'ai travaillé avec vous à Pont-de-Clé. Mais oui, on en reparlera. Moi, j'ai fait beaucoup de choses déjà. Oui, avec moi aussi, alors. Certainement, oui. Ce sont toutes des bonnes. Alors, l'émotion en groupe, c'était très dangereux. Excusez-moi, mais là, je trouve que moi, j'ai du mal à pas saisir cette phrase. Non, l'émotion, c'est quand même dans notre bulle individuelle, l'émotion. D'abord. Et là, on ne se connaît pas, et on parle d'émotion, c'est normal qu'il n'y en ait pas beaucoup qui sortent. Parce qu'on va, voilà, on ne se met pas en danger, c'est pas, voilà, c'est ça. C'est intime. La culture aussi, ça peut... Alors voilà, qu'est-ce qui est collectif dans la culture, qu'est-ce qui est intime, et à quel moment on collectivise d'une certaine façon l'émotion. Enfin, moi, j'ai pas... je pense que c'est pas forcément si intime que ça, et que la culture, ça se vit justement parce qu'on est en interaction. Que c'est cette interaction qui crée et qui est facteur de... Ce qui est dramatique, c'est que l'émotion dans laquelle on va vivre tous le plus facilement ensemble, c'est la peur. C'est dramatique, mais c'est quand même la vérité. Alors, je ne suis pas sûre que ce soit une vérité qui soit vraie de tout temps. Non, je pense que c'est quand même quelque chose qui peut-être est assez construit et assez contemporain, et en même temps on n'est pas obligé d'y aller. Déjà, ne serait-ce que de voir que c'est là qu'on veut nous emmener, on peut se positionner. Il faut le voir. Si c'est dit, c'est que c'est vu. Bon, c'est sûr que ces questions sur l'émotion, sur le ressenti, c'est, enfin, à mon avis, c'est assez central. Mais faut peut-être laisser le temps de s'apprivoiser les uns les autres pour aussi qu'on puisse pousser. C'est vrai que c'est un grand groupe, c'est aussi un challenge d'échanger comme ça sur des notions qui sont justement perçues très individuellement, et se poser la question comment on le met en collectif. Entrez. Bonsoir. Alors, je vais revenir. Je vous explique la règle du jeu, monsieur. Donc, avant que vous arriviez, on a fait un exercice d'écriture où tout le monde a écrit sur un post-it, sur deux post-it. D'une part, en termes de projet, si tu veux, tu peux peut-être lui expliquer. Tu me parles? Tu me parles à moi? Tu me parles à moi? Oui. Tu veux expliquer? Non, justement. La danse ne doit pas perturber votre réunion. Non, mais cette jeune femme est arrivée tout à l'heure et m'a demandé
comme tu lui avais pas expliqué, qu'est-ce que c'était que ce truc orange et blanc, j'ai pas pu y arriver. Alors je lui dis, attention, ne regardez pas la voisine, écoutez ce qu'elle dit, parce qu'elle va le redire. Et peut-être vous comprendrez, moi j'ai rien compris. L'important c'est le débat. L'important c'est le débat, il va Bon. Voilà. Là, sur ces 4 papiers, il y a quand même un point commun qui est la question de la gratuité. Et donc on a vu qu'on avait déjà abordé précédemment, donc c'est pas si anodin non plus, de se demander si un budget comme la culture, je parlerai aussi, enfin j'associerai éventuellement au budget de la santé, a vocation à être rentable et comment on commercialise. Alors, au hasard, le maintien de la gratuité des musées en Rhône-Alpes, visite des musées par les collégiens. C'est moi. C'est toi. Parce que, en fait, pour la petite expérience personnelle, moi j'ai visité un musée, j'avais presque 30 ans, je suis allé au Louvre. Avant, j'ai jamais eu accès, parce que mes parents n'avaient pas ce sens de la culture. C'est pas que ça les intéressait pas, c'est qu'ils n'avaient pas cette curiosité-là. Voir des tableaux, voir des monuments anciens, voilà. Donc en fait, j'ai fait cette démarche personnelle en disant, bah tiens, je vais voir les musées. Voilà, je suis pas un grand visiteur, mais ce que j'apprécie dans cette région ici, c'est que quand je reçois de la famille, hop, on allait au musée dauphinois, on faisait un petit tour. Et bon, l'accès est gratuit, on ne se pose pas de questions, on ne pose pas de problème. Et c'est très intéressant, ça remonte sur la culture locale de Dauphiné. Et après, bon, il y a des salles qui sont animées. Alors, je comprends que c'est un coût. Animer des expositions qui sont assez longues. Hein. Il y a eu les Italiens, il y a les gens d'ailleurs. Mais c'est très intéressant. Et on peut y aller, c'est gratuit, il n'y a pas à se poser la question. Et je trouve ça bien. Et l'idée, c'est comme mes jeunes au primaire allaient un après-midi de temps en temps à la bibliothèque municipale, il faut que les collégiens, il faut les faire sortir, il faut les amener eux-mêmes. Alors je suis sûr qu'ils disent, ouais, on est allé voir des tableaux, tout ça, c'est comme écouter de la musique classique, c'est barbant. Mais si on ne leur fait pas cet effort-là, même individuellement ou collectivement, en les emmenant dans les musées, eh ben, comme moi, ils n'auront pas accès, ils n'auront pas cette connaissance-là. Donc c'est pas la grande culture, je reconnais que c'est pas la grande culture, mais voir des beaux tableaux, c'est vrai que c'est chouette. Voir des monuments anciens, c'est chouette. Donc voilà, c'était le vécu que j'avais, et c'est là-dessus que j'exprimais en disant, ben oui, il faut garder peut-être une gratuité, ça a un coût, mais c'est le premier accès. C'est dire, voilà, c'est pas une barrière. Du coup, la gratuité, ça concerne l'Isère. Oui, c'est pour ça que je parle de musée dauphinois, de l'Isère. La région Rhône-Alpes. En fait, c'est un choix du Conseil général de l'Isère d'avoir fait ces 24 jours. Et donc, ça n'est que les musées départementaux. Oui, je suis d'accord. C'est musée dauphinois, musée de la Résistance, ouais. Musée de la Véronique, je voulais dire ça aussi et préciser que le rassemblement de l'Isère, pour l'Isère, solidaire et écologique, avec son grand nom, il soutient bien sûr. Oui, et c'est le maintenir, voilà. Parce que c'est déjà important d'avoir pas la barrière de l'argent sur les musées qui sont départementaux. Ça ne fera pas forcément venir tous les gens qui ne seraient pas venus, mais ça ouvre au moins la porte. Voilà. Je voudrais dire que, en fait, j'avais été vraiment enthousiaste de cette mesure, et en fait, en fréquentant, on a fait tout le tour des musées, et en interrogeant le personnel, en fait, en 10 ans, la fréquentation a été multipliée de façon spectaculaire grâce à la gratuité. C'est, je sais pas, mais du simple au quintuple. C'est énorme. En 10 ans, la fréquentation des musées départementaux a explosé. Les gens n'hésitent pas à revenir. Au lieu ils ont vu que la moitié reviennent la semaine d'après. C'est ça qui est si c'est payant, ils hésitent à payer une deuxième fois non plus. En plus du prix, on visite pas vite. Alors, par contre, la gratuité ne peut pas être seule. Il
faut que ça s'accompagne d'abord de communication, évidemment d'information, tout simplement. Mais aussi, c'est important que la muséographie, qu'il y ait un vrai travail d'accueil, des gens aussi, voilà, qu'on sente que le lieu soit ouvert, etc. Parce que la gratuité, ça s'est aussi accompagné du fait que justement les personnels ont été très accueillants. Oui, puis il y avait une volonté politique. Il y avait une vraie volonté, etc. S'il y avait eu juste la gratuité, ça aurait beaucoup moins bien marché. Donc c'est important qu'il y ait les deux. Il y a une étude très intéressante faite par, elle s'appelle Claude Fourneau, c'est la directrice des publics au Louvre, et qui a montré que justement ils ont fait des analyses qualitatives sur les personnes qui avaient accédé gratuitement aux expositions, et qui effectivement expliquaient que pour la première fois, ils n'étaient pas dans une course et ils ne voulaient pas en avoir pour leur argent, c'est-à-dire qu'ils n'avaient pas payé, donc ils ne se sentaient pas obligés d'essayer de faire à la fois la Joconde et des Étrusques, etc. Et donc en fait, ils pouvaient très bien passer une après-midi dans une salle à errer en fait et à simplement découvrir quelque chose qu'ils n'auraient absolument pas vu s'ils avaient été dans une économie rentable, etc. Donc là, on passe sur un truc, et après il y a des articles intéressants là-dessus sur le fait que l'institution, en offrant la gratuité, il y a peut-être un effet de don et de contre-don. Enfin, et donc peut-être que justement, il y a quelque chose qui peut se nourrir de ces visites, parce que le visiteur sent qu'il a pu visiter gratuitement, et donc ils se sont peut-être d'une certaine manière redevables. Et donc il y a peut-être un projet à construire autour de ça. C'est une autre forme d'économie en fait, mais pas basée sur un tarif, quoi. Je rebondis? Oui. Vas-y. Je vais rebondir avec 3 papiers. Waouh! Apporter la culture là où sont les citoyens, dans les cités, dans la rue, au stade, à la radio locale. La vie en société est particulièrement dans l'espace public. La culture doit être gratuite, au même titre que la santé. Elle recouvre totalement le champ de l'éducation. Elle doit dépasser les champs stériles de l'élitisme. Elle doit être définie finement, non, elle doit être définie forcément plurielle et sans frontières. Ah, ça, je ne sais pas pourquoi, mais je sais qui c'est derrière. Alors, la dernière, je crois que c'est Laurence. Je n'ai donc rien à rajouter. On a reconnu. Les deux autres, parce que c'est quand même très très intéressant pour moi, c'est l'espace de la culture. Et vous en avez beaucoup parlé là quand même. Hein. Il y a quand même tous ces papiers qui parlent de l'espace du lieu de culture. Et je trouve que c'est quand même très très intéressant parce que justement la gratuité de la culture c'est aussi une forme d'enfermement, enfin très schématiquement hein, bien sûr, d'enfermement dans des lieux prédestinés à la culture, et c'est aussi une façon de sacraliser ces lieux. Donc, je pense qu'il faut aussi se poser ce type de questions. J'y réponds pas forcément. Hein, l'objectif, là, c'est pas forcément que je donne mon avis. Bertrand, pour ce soir. Bernard G. Je suis scénographe à la compagnie, mais je suis également architecte urbaniste, et du coup, je ne suis pas tout à fait dans cette pensée-là de la culture, c'est-à-dire théâtre, musique, etc. Et c'est pour ça que c'est moi qui ai parlé d'espace public. Et plusieurs fois, j'ai eu envie de vous demander si, quand vous parlez dans le paysage de la culture que vous avez, est-ce qu'il y a les jardins familiaux, les jardins ouvriers, est-ce qu'il y a la teuf grave d'une rêve partie, et ça concerne du monde. Et est-ce qu'il y a le foot, pas d'amener la culture dans le foot,
mais le foot lui-même. Est-ce que le foot est une culture? Pourquoi pas? Moi, je dirais. Et du coup, évidemment, l'espace public n'attend pas qu'on vienne lui amener la culture. L'espace public et la culture, c'est la même chose. Et donc, comment travailler sur l'espace public? Non pas comme on le fait, c'est-à-dire en essayant de faire un joli sol avec du béton super cher, payé par qui remplit les poches des entreprises des travaux publics, qui ne sont pas contentes en plus, puisqu'elles ont manifesté, alors on aura tout vu. Et que cet espace public, c'est pas juste donc de faire quelque chose de propre, c'est quelque chose d'autre où on peut s'entendre, où on peut se parler, où on peut se reconnaître. Et je pense que ça, c'est vraiment à inventer, comme on a inventé depuis peu, ça va vous parler, les trams vertes et bleues. Si ça ne parle pas aux écolos, alors là, je ne comprends plus. Donc, les trams vertes et bleues, je pense qu'il faut que, bien sûr, on arrête de s'intéresser au réseau viaire, mais au réseau culturel et à la trame de la culture. Il doit y avoir dans les villes, comme on a inventé la trame verte, c'est facile. On la voit, il y a des arbres avec des narcisses et autres, et des primes verts en ce moment, c'est super. Mais la culture, c'est ces choses-là qui est notre comment on pourrait dire, c'est l'air dans lequel on respire, c'est tout ce qui nous entoure. Et c'est ce qui fait que peut-être on peut arriver un peu à se comprendre à un moment, et je disais se reconnaître. Donc, voilà, je voulais dire ça à ce sujet. Puis après, tout à l'heure j'avais une autre question, c'est donc l'austérité. Moi je trouve que l'austérité, comme vous n'avez pas osé le dire comme ça, elle est vertueuse, c'est vraiment super. Parce que enfin on va faire des économies sur des tas de choses. Et je pense entre autres sur les bâtiments publics, c'est incroyable qu'on fasse des choses en dur si cher, et que tout ce qui n'est pas le dur, comment on dit en anglais, on dit voilà, le contraire du hard, quoi. Hein, le soft, tout ce qui est le soft, par contre, on ne sait pas y mettre de l'argent. Et je me disais, puisque vous allez être conseillers généraux, et peut-être vous ne pourrez rien y faire, parce que niveau du... C'est ce que vous allez dire, en tout cas, quand vous serez élu. On n'a pas, c'est pas nous, etc. Mais l'argent, il y en a. Je veux dire, là en ce moment on nous fait le coup de l'austérité, mais il y en a de l'argent, et il y en a de plus en plus, et il y en a beaucoup, et en France il y en a beaucoup, et c'est là qu'il faut aller la chercher pour la donner après dans le choix qu'on va faire à la culture, et non pas aux travaux publics. Merci. D'ailleurs, à propos des travaux publics, on a fait un porte-à-porte où un monsieur qui était à la manifestation nous a dit qu'en fait, ils n'étaient pas du tout en grève. Ils étaient payés. Ah oui. Ah, c'est super. Les travailleurs qui ont manifesté, voilà, ils ont été payés pour aller manifester. C'est génial. C'est un conseil. Voilà, les patrons ne savent plus conduire ça, donc il leur faut bien les ouvriers. La suite n'a pas de frontière. Je sais pas, du coup, qui est-ce qui a écrit là les mots apporter la culture, là où sont les citoyens, dans les cités, dans la rue, au stade? Oui. C'était moi, mais on a déjà dit un peu oui. Dans l'expérience qu'a suggéré l'art lyrique, la salle de musculation, c'est ce que je voulais dire, de décloisonner, comme vous disiez aussi, les bâtiments sacrés dédiés à la culture. Et s'il y a des gens qui veulent intervenir que je ne vois pas, vous ne me fautez pas. La vie en société, particulièrement dans l'espace public. Ah oui, c'était toi? L'espace public, oui. Oui. Bon, tu m'écoutes pas, quoi. Non, mais Ça commence comme ça, hein. Excuse-moi, j'avais pas... C'était tout. Je ne serai pas conseillère, elle.
D'accord. Ben, je dis l'exercice n'est pas si simple. Ah, mais c'est toi qui l'as voulu. Ah oui, oui, bien sûr. C'est moi qui l'ai proposé. Alors, bon, je change de lunettes parce que sinon je ne vois pas et sinon je ne vois pas mes mots. Alors, oui, il y avait la rue, les places, les murs, fresques, musique dans la rue à l'occasion de fêtes non commerciales, partage de ces espaces avec tous les âges et vers les maisons de retraite. C'est qui veut quelqu'un veut dénoncer? Ouais, ou rebondir dessus. Rebondir, oui. Je sais pas, Rebondissons, moi je veux bien. Moi j'ai mis un titre en gros là, espace de création. Ben, c'est tout ce qui est dit là, ça c'est pareil. Je veux dire, il faut que tout soit prétexte à pouvoir s'exprimer au lieu d'être constipé chacun toujours dans son coin, à pas oser quoi que ce soit. Voilà, des espaces d'expression libre. Déjà, pour avoir un panneau d'affichage libre, il faut que je me batte pendant 3 ans. Alors, vous pensez pour des panneaux d'expression libre qui pourraient être de l'art. Des dessins d'enfants, des gens. Voilà, je veux dire, au lieu de, et après, on dira, les tags, c'est sale. Évidemment, il n'y a pas d'autre endroit où s'exprimer. Ce qui est aussi quand même remarquable, c'est que c'est notre difficulté à écrire. On constate, enfin, c'est... Oui, mais il n'y a pas que l'écriture, hein. Oui, Il y a le dessin, il y a la voix. la voix et se mettre à chanter d'ailleurs. À déclamer. Voilà. Moi j'aime bien croiser des gens qui sifflent et qui chantent. Voilà, super. Qui fredonnent. Vous passez à côté de quelqu'un qui fredonne. Oh, je dis ça fait plaisir. C'est super. Vraiment. Il n'y en a pas beaucoup. D'un point de Pas vue, beaucoup, mais c'est pour tellement aller agréable. jusqu'au bout de ce qui est écrit, je suis désolée de prendre encore la parole, Non, je suis non, tellement c'est pas possédée grave. par le sujet. J'ai entendu maison de retraite et je voulais simplement vous dire très simplement qu'il y a, comme on s'interroge toujours sur l'intelligence des projets qu'on crée, pour qui, pourquoi, et quelle est la légitimité de ce projet qu'on a envie de faire. Il y a 5 ans, j'avais rêvé de faire une tournée dans les maisons de retraite. Parce que le rapport à la mort de cette société, le rapport à la vieillesse, etc., je ne m'y reconnais pas du tout. Et voilà, j'aime ce contact avec la fin de vie qui paraît nécessaire. Enfin, peu importe. Et donc, on a bien sagement, on avait un petit module de compte et puis on a fait ce qu'on fait d'habitude. Le listing, tu appelles toute la liste des maisons de retraite. Bonjour, nous avons... donc, c'est des petites formes qu'on arrive à faire pour 300 à 400 euros. Ce qui est absolument ridicule dans une petite équipe de 3, bref. Et en fait, on a eu un contrat sur environ 80 appels. Les autres n'avaient aucun budget, donc on n'est pas allé jusqu'à jouer bénévolement parce que ça nous aurait fait couler la compagnie. Et le seul contrat qu'on a eu, on y est allé quand même, c'est effectivement la résidence de super luxe de Grenoble-la-Liberté, qui pouvait payer 300 €. Sinon, dans le public, pas un centime. Alors, tout ce qui peut être bénévole est bienvenu, bien sûr, mais rien, quoi, rien. Pas possible. Moi, je sais, j'ai compté des histoires dans une maison de retraite où était maman, à l'époque où elle était là, à Grenoble, dans... Comment ça s'appelle ? Ils avaient regroupé, il y avait une vingtaine de personnes, mais ces résidences, les gens sont très âgés, rentrent déjà dans un état pas toujours conscient. Et c'était vraiment difficile parce qu'il y avait une vingtaine de personnes, et puis petit à petit, les gens partaient ou me posaient des questions sur... et ça va durer encore longtemps, madame. Et qu'est-ce que vous nous dites là et tout ça. Mais il y avait toujours un noyau de 4 ou 5 personnes qui étaient intéressées, qui étaient là devant, et au fond, et qui se rapprochaient pour entendre la suite de l'histoire, et qui disaient quand est-ce que vous revenez. Même si j'ai dû le faire 3-4 fois, je trouvais vraiment quelque chose de très agréable. C'était gratuit, c'était bénévole. Mais je trouve dommage que des artistes ne puissent pas avoir un minimum pour survivre en allant faire le tour des maisons de retraite quand ils ont ce bonheur de partager avec des gens qui sont là.
par le repas où on est une demi-heure ou 3/4 d'heure avant parce qu'il se passe enfin quelque chose. Autrement, il y avait des gens qui venaient bénévolement faire de la musique aussi, un piano qui était utilisé de temps en temps. Et il y avait une dame qui jouait un peu du piano, qui venait parfois jouer quelques notes. Donc c'est jouable. C'est vrai que moi j'ai eu aussi un peu la même expérience par des enfants qui font de la musique et l'école de musique pendant plusieurs années a fonctionné à la maison de retraite des Marches. Et donc pour Noël, on faisait un petit spectacle. Les parents n'étaient pas invités, hein, c'était uniquement pour les personnes de la maison de retraite. Et moi je venais juste pour aider à organiser, mais c'est vrai que bon, c'est dur parce que il y a quand même des personnes qui supportent pas, hein, qui peuvent pas rester, même ne serait-ce que 10 minutes. Mais il y avait quand même effectivement un certain nombre de personnes, on voyait que ça les transportait. Donc c'était assez. Alors après, le contact aussi entre les enfants, c'était des enfants assez petits, hein, et les adultes, et enfin les personnes âgées. Et on voyait des grands-mères notamment qui chantaient. Enfin, c'était assez émouvant. Hein. Et puis cette rencontre aussi intergénérationnelle qui était très riche, mais bon, ils l'ont fait, je me rappelle d'avoir fait au moins 4-5 ans, et puis après ça s'est arrêté. Mais oui, après c'est pas, là c'est un type de culture, c'est plus des rencontres intergénérationnelles que de la culture, hein, mais c'était quand même intéressant. Mais bon, c'est effectivement, ça serait bien d'aller plus loin et d'avoir vraiment des cultures avec du professionnel. Je peux vous demander de vous présenter? Non, mademoiselle? Oui, Karine, donc je suis charapontaise depuis quelques années maintenant. Voilà. D'accord. Merci. Non, parce que comme c'est un peu... Je suis charapontaine aussi. Oui. Oui. Oui, excuse-moi, tu dis Bertrand. Non, je m'appelle Bernard, mais elle m'appelle Bertrand depuis le début. Ah, je le connais bien. Bertrand, je le connais depuis... Ouais. Depuis le siècle, ça s'appelle Bernard. Non, moi je voulais vous parler d'une expérience. Donc on travaille avec Laurence et l'Atelier du Possible au Bénin, à 600 km dans la brousse, là-haut, dans le nord. Et Laurence a dit tout à l'heure, je ne sais pas si vous avez entendu, qu'ils veulent défendre leur culture, donc à tout propos. Et donc leur culture est très importante. Et ils vont au champ, ce sont des agriculteurs, ils vont au champ travailler ensemble, et c'est aussi leur culture. Ils sont animistes, toute leur vie tourne autour des danses rituelles, des chants, etc. Et ils sont dans cette culture, ils baignent dans la culture. Et donc, ils vont au champ, et c'est comme tous les paysans, il y a des grandes périodes où on ne va pas au champ. Et donc on a le temps de faire autre chose, de danser, de chanter, de faire de tas de choses. Et leurs personnes âgées, enfin je veux dire, il n'y a pas de maison de retraite. Voilà, je voulais juste dire. Je pense que ça pose la question de la culture et du temps. Donc nous, par exemple, on bosse toute la journée, on n'a pas 5 minutes à nous, hein. On a un planning comme ça et un agenda rempli. Comment voulez-vous qu'on soit dans cette ère dont je parlais tout à l'heure, qui est la culture, c'est ce qui nous entoure, et vraiment bien. Et comment est-ce qu'on pourrait, dans cette situation, s'occuper de ces personnes âgées? Donc, eux, ils ont le temps. Ils ont le temps. Ils n'ont pas d'argent, mais ils ont le temps. Ils n'ont pas d'argent du tout. Ils disent, vous avez l'heure et nous, on a le temps. Ouais. Voilà. Ouais, ils disent tout à fait ça. Ils disent tout à fait ça. Et on met quelques années à ne pas les faire chier avec les heures. Parce que sinon, on a tendance à le faire. On avait un de
qui venaient avec nous, qu'on appelait le chronométreur. Ils ne pouvaient pas faire autrement que de leur reprocher tout le temps d'être en retard. C'est pas leur problème. Et ça aussi, Si déjà, si le jour est respecté, comment oui, si déjà le rendez-vous du jour est respecté, voilà. Et quel plaisir. Et moi, quand je reviens de là-bas, après, tout le monde me reproche d'être en retard, mais je ne sais pas faire autrement. C'est moins joli et poétique que tout ce qu'on vient d'entendre, mais c'était simplement pour dire à nos conseillers généraux quand ils le seront, parce qu'ils vont l'être, que moi je pense que quelque chose qui serait important, ça serait d'essayer, et là c'est pas le conseil général qui veut l'imposer, mais par contre faire un travail d'incitation, c'est d'inciter un peu partout à la mise à disposition de salles pour tout ce qui est amateur dans tous les domaines, parce que moi je trouve que c'est vraiment quelque chose qui est un vrai manque, il faut batailler tout le temps pour avoir, voilà, et que aujourd'hui il se vit beaucoup de très belles choses dans tous les domaines en amateur, et simplement déjà d'avoir une salle à disposition, c'est déjà une première étape, et ça je trouve que c'est un gros manque aujourd'hui, toutes les salles sont payantes, il faut les rentabiliser, etc. Voilà, ce travail. Pour ce qui est des amateurs, en effet, je suis d'accord pour la mise à disposition de salles. Mais après, aussi, la mise à disposition de salles, amateurs ou non, est-ce vraiment le seul moyen de promouvoir la culture? Moi, je me rappelle, ça va rebondir sur ce que disait Bernard, on est tous contradictionnels. À un moment, j'étais bénévole dans une association étudiante. On a voulu organiser un concert sur une place. Et cette place s'est avérée être une œuvre d'art. C'est un exemple parmi d'autres où, ne serait-ce que l'espace public, on le ferme, il n'y a pas que les salles qui sont fermées par le côté payant, ne serait-ce que l'espace public, on le ferme, mais celui-là, aussi bien aux bénévoles qu'aux professionnels, ça demande, quand c'est possible, des papiers, des démarches, des machins sur les lieux. Ça, c'est... Tant c'est possible. Et Xavier a fait plein de papiers pour notre super Vélorution de samedi. Moi j'avais une réflexion par rapport aux maisons de retraite, quand je comprenais qu'il n'y avait pas de budget. Donc la question que je vois derrière ça, c'est que globalement, quand je pense à des EHPAD, c'est que les municipalités en question n'ont pas donné de budget en fait pour avoir une ligne animation, quoi. Et ça m'interroge en fait sur le rôle des décideurs qui soient élus. J'ai entendu petite pique sur les gens qui ont fait des formations, des masters, des médiations culturelles, etc. Mais ça m'interroge aussi pour savoir finalement qui va finalement réussir à transformer les choses. Est-ce que c'est l'élu qui va réussir à placer un pourcentage et pas un tiers de la politique ou la numéro 3 de la politique publique, mais comment l'élu va réussir dans sa propre collectivité, que ce soit le conseil départemental ou la commune, à réussir à placer un projet culturel? C'est pas toujours évident. Moi j'ai fait 3-4 communes en tant que fonctionnaire et je sais que la plupart des élus que j'ai vus se battaient littéralement contre les autres pour avoir, je sais pas quoi, 1 ou 2% du budget de fonctionnement. Donc c'est toujours un combat très compliqué de l'intérieur quand on est élu à la culture. Et je m'interroge sur les techniciens, puisque au fait, ce que je comprenais dans les exemples de Pont-de-Claix ou de Fontaine, c'est que les seuls techniciens qui étaient en place, on leur demande de partir. Donc qu'est-ce qui reste en fait? Si les élus n'ont pas forcément... non, enfin je veux dire, on ne leur demande pas, mais on ne renouvelle pas leur contrat. Et donc, non mais je m'interroge en fait pour savoir qui va finalement réussir. Est-ce que c'est finalement le citoyen, et d'où l'intérêt de ce type de rassemblement? C'est à mon de se dire finalement qui va réussir à maintenir de la culture dans l'espace public ou, enfin ça m'interroge fortement. Mais c'est nous, cher ami. En fait, c'est pas que un problème de sous, c'est un problème de gestion. Là, dans les élus et les petites communes, là, dans le Grésivaudan, il y a plein de petites salles où ils pourraient se faire des spectacles amateurs. Et en fait, c'est une question de gestion. La gestion a été tout simplement rajoutée à un portefeuille d'un élu, machin, ou d'un... C'est même plus des gens qui sont pour la culture, mais on leur a rajouté la gestion de la salle. Et en fait, c'est très difficile de joindre cette personne. Ou alors c'est pas suivi, ou alors il faut faire des pieds et des mains juste pour avoir accès à une salle qui sinon de toute façon ne vit pas. Voilà. Du coup, je prends la parole aussi. Je rebondis un peu sur ce qui s'est dit, je pense notamment aux personnes âgées. Donc, moi, je suis du Touvet, et depuis qu'il y a eu le changement de rythme scolaire,
il y a un espace qui s'est créé, alors qu'il y a un espace qui n'est pas très grand, mais qui est présent dans les écoles primaires et maternelles, qui est l'espace périéducatif, et où à l'intérieur du village, par exemple, cette année, ils ont réussi à monter pour faire un petit spectacle de Noël, une chorale avec une classe de primaire et la maison de retraite, et quelques personnes en tout cas qui soit avaient envie, soit pouvaient le faire. Et je trouve qu'il y a des initiatives comme ça qui sont en train de se monter, qui ne peuvent pas, qui n'apparaissent pas dans les budgets culturels. Et puis j'ai envie de dire tant mieux, il ne faut pas que la culture elle soit cantonnée au budget culturel. Il y a des tas de choses qui se font et qui sont en dehors du budget, heureusement. Et moi j'avais écrit, je ne sais pas exactement, mais la culture partout. Et quand voilà, c'est ça que je voulais dire, c'est qu'elle est déjà partout. De fait, elle est partout, elle nous entoure. Enfin, moi, l'espace public, et alors, je suis adjointe à l'urbanisme depuis quelques temps, et je découvre parce que je suis sage-femme, donc c'est vraiment voilà, mais alors je regarde les bâtiments partout et je vois des milliers de choses autour de nous, et dans le Grésivaudan, il y a plein de choses, et effectivement, et la culture est partout, et quand il y a des jeunes qui se réunissent, alors maintenant, c'est plus les postes, ils ont un petit appareil pour mettre de la musique le soir, et ben ça aussi, ça en fait partie. Et voilà, mon père, il est algérien, et ce qui nous a apporté, c'est ça, quand on dit une autre culture, ça va être dans la cuisine, ça va être dans la langue, ça va être... oui, c'est bien tout ça quand on parle de culture, et de toute façon, elle est partout autour de nous. Et du coup, c'est comment la rendre visible et la valoriser, et qu'elle ait sa voix. Moi, j'ai envie de dire... On va bientôt interrompre... Ouais, mais je veux juste dire que je suis tout à fait d'accord que la culture est peut-être partout, mais ça me fait un peu peur quand même de se dire que il faut pas forcément, enfin, il faut pas la mettre un peu en avant. Ça me fait penser à la manière dont le développement durable a disparu, entre guillemets, à la Comcom. C'est-à-dire qu'en fait, on s'est dit, bon, tiens, le développement durable, il y avait une délégation à ça. Oh, bah finalement, c'est pas très important. Le président la prendra. Donc, dernière mandature de la Comcom, il n'y a plus de développement durable. Bon, est-ce que pour autant... Et donc, c'est le président qui l'a pris. Est-ce qu'il y en a autant? Il y en a partout. Bah ouais, mais il n'y en a plus, quoi. Enfin, j'ai envie de dire, attention quand même, parce que... Moi, je disais clair, c'est que ça surcharge quelqu'un qui a déjà quelque chose et il a suivi. Je voulais juste réagir un tout petit peu, puisqu'on est dans le cadre d'une campagne, sur ce que vous avez dit par rapport à la gestion des salles. Mais moi, ça, je ne comprends pas que ce soit un élu. C'est pas le rôle d'un élu. Le rôle d'un élu, c'est pas de gérer les salles. Le fonctionnaire doit gérer les salles. Le rôle de l'élu... Dans les petites communes, c'est des élus. Tous les élus. Je trouve que c'est quand même vachement grave. Mais ça, c'est quand même vachement grave. Le rôle de l'élu, et c'est quand même important, parce qu'on se pose la question dans le rassemblement aussi de cette place de l'élu. Le rôle de l'élu, c'est d'abord d'être à l'écoute, enfin, de mon point de vue, c'est d'abord d'être à l'écoute, d'être capable de créer justement des lieux d'échange, des lieux de réflexion, où on fait monter des aspirations, où on fait... et puis, parce qu'on est quand même élu sur ça, c'est la dynamique démocratique. Enfin, démocratique n'est pas le bon mot. Et puis, après, de confronter ça avec les idées qu'on porte en général. C'est gentil. Non, comme j'ai vu que tu veux bientôt qu'on termine, je voulais dire quelque chose aux prochains élus, aux deux élus. C'est que on les a pas ce soir. Parce qu'on a dit que la culture était partout, dans la cuisine, dans les jardins ouvriers, au foot, etc. Donc eux, ils arrivent au conseil général. Qu'est-ce qu'ils font?
Et moi, je voudrais dire qu'il faut peut-être faire la différence entre toutes ces, le séparation des langages un peu dans toutes ces cultures-là, parce qu'ils vont pas se mettre à développer la cuisine, peut-être, c'est peut-être pas partie, ni le foot, en tout cas j'espère. Bon, donc peut-être qu'il y a une culture, comme on disait au début, qui émancipe. Est-ce que le Conseil général ne doit pas aider les cultures qui émancipent? Et après, c'est laquelle, celle qui émancipe? Eh ben, c'est leur choix politique. Et puis là, on voit s'ils sont... On les vire la fois d'après. C'est pour ça que Peut-être ce qui est plus intéressant, c'est qu'on continue à travailler même quand ils sont élus. Oui, continuer à leur apporter des propositions. Parce que si on dit on travaille avant et puis après, hop, bah, vous vous débrouillez, vous faites tout seul, c'est là qu'on finit par faire des bêtises. Et qui nous écoutent. Ou s'ils ne reviennent pas nous écouter. C'est les deux. Voilà, c'est les deux. On les invite. Je pense que c'est souvent le... Ben, pas toujours, attention, pas toujours. On les invitait régulièrement. Mais souvent. Alors donc, je vais... Non, c'est pas toi, c'est un monsieur. Ah pardon, excuse-moi. Monsieur le parti. Tu avais demandé à parler. Non, c'est vrai que vous avez balayé quelque chose de très large. J'ai été interpellé par ce que tu disais sur les espaces notamment. C'est-à-dire quelle place on laisse finalement à la créativité au sein de nos villes, au sein de nos vies et au sein de nos villes en fait aussi. Et j'ai une petite question, peut-être qu'on peut en discuter après, mais par rapport à ce que tu disais sur le Bénin, finalement ils baignent dans une culture qu'ils veulent défendre. Est-ce que c'est une culture qui laisse place à la création ou est-ce que c'est une culture qui est figée? Juste une petite remarque, eux ils baignent dans une culture et jusqu'à maintenant on a parlé de la culture. Et c'est assez... C'est l'expression que tu as employée ensemble. Mais du coup, est-ce que... Après, ils ont du temps pour des activités artistiques apparemment. Est-ce que c'est figé ou est-ce que finalement il y a des influences, il y a des échanges, il y a de la créativité? C'est quand même, enfin pour ce que je ressens moi, quand même dans une tradition, peut-être une évolution, mais dans une tradition qui est leur religion animiste, mais Laurence va dire le contraire peut-être. Et Janine, qui est aussi africo-africaine. C'est les deux, c'est tout. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, effectivement, il y a ce dont nous manquons maintenant, c'est-à-dire des racines. On parlait de... Enfin, moi, on est en Afrique, mais on est ancré sur un quartier. Moi, on y tient, notre équipe y tient. Donc, on est entre autres rue Saint-Laurent. On travaille avec la maison de retraite rue Saint-Laurent depuis 3 ans. Et ça nous allège beaucoup parce qu'on a une directrice très intelligente. Donc, ça peut se faire aussi. Et les papis-mamies qu'on va trouver s'endorment pas forcément. Enfin, bon, bref. Et donc, c'est la même chose. Et je dis souvent à Christelle, la directrice de la maison de retraite, par exemple, on travaille aussi avec la MPT, avec les petits tous, les voyants et tout ça. C'est la même chose quand on est dans le quartier avec les gosses, gens parmi les gens, ou quand on est là-bas au milieu. Alors, mais sauf que nous, on se bat, on a dû se battre un certain temps sur Saint-Lô, par exemple sur la rue Saint-Lô, qui était en requalification de façon extrêmement violente par la précédente municipalité grenobloise. Excusez-moi si c'est trop grenoblo-grenoblois, mais... sans aucun respect des racines de cette rue qui sont les racines historiques de la ville. Et donc les habitants ont été extrêmement violentés et bon, les choses se réparent petit à petit, mais des blessures, on n'a pas manqué non plus de recevoir des coups et tout ça, des blessures. Et donc ces traditions-là, la culture, elle n'est pas forcément chouette parce qu'elle est novatrice. Ça, c'est aussi une histoire de pur produit. Alors la tradition, les racines, ça a du sens. Et comme ils disent, quoi, le baobab, il ne donne pas de fruits, c'est pas possible. Voilà. Donc, il y a ces traditions. Mais il y a aussi une compagnie de théâtre du Bénin qui s'est battue pendant 2 ans pour chercher une compagnie qui fusionne avec eux pour faire des spectacles métissés, ce que nous faisons. Et on est en train d'ailleurs, on a demain à leur taper une lettre parce qu'on a une tournée. C'est pas pour parler de notre travail, hein, c'est pour répondre. Hein, excusez-moi, c'est pour être égocentrique sur nos créations, je sais pas quoi, je suis désolée, personne ne le prend comme ça, c'est pas ça du tout. C'est pour te répondre,
j'ai du mal à être bref dans la vie. Donc petit 1, ils sont ancrés dans leur tradition, effectivement, avec des rituels qu'il faut respecter, qu'on transmet. Petit 2, il y a la volonté de plein de jeunes, parce qu'on est une communauté de 100 000 habitants, donc c'est pas un village autour d'un feu, de toutes sortes de jeunes qui participent peu ou prou à nos échanges, que ces échanges culturels, ils produisent des réalisations de toutes sortes, et y compris la construction d'une coopération décentralisée, mais aussi des créations artistiques qui soient totalement métissées, c'est-à-dire que là, on a monté depuis 3 ans un spectacle sur l'immigration, on y est enfin arrivé, on l'a joué en France, c'est franco-béninois, on va le jouer au Bénin, c'est franco-béninois, on est café au lait, et il y a leurs danses qui sont intégrées, mais il y a aussi un texte contemporain qui est mis dedans, et puis il y a notre musicien qui crée avec des sampleurs. Voilà, c'est les deux, c'est-à-dire voilà, les racines, elles envoient la sève que les graines de baobab fournissent, ceux qui sauvent, c'est-à-dire les graines de baobab qu'on fait, ça c'est une culture culinaire aussi, qu'on fait mijoter pour donner une tisane qui sauve du palu quand on a la fièvre, parce que c'est bourré de vitamine C. Mais s'il n'y a pas de racines, le baobab il est pas. Il faut se méfier. On confond souvent la tradition avec le Front National. Parce qu'ils nous ont pourri cette idée de racine. Voilà. Bon, je vais... Pour pas tout lire. Non, on va pas tout lire. Non, je vais pas tout. Non, on va pas tout lire. Vous allez pouvoir lire éventuellement après. Je voulais juste ouvrir, donc, comme tu viens de le faire d'ailleurs, sur les nouvelles technologies. Les nouvelles technologies. Ah. Oui. Quel espace culturel ça ouvre ou ça... Oula. Ah. Voilà, c'est une réunion à part. Voilà. C'est ça. Je voudrais quand même être... Ça, je crois que je reconnais ce que j'ai écrit. Et... Il n'y a pas que toi, Clément. Oui, d'accord. Mais vas-y, bien sûr. Juste, je pense que c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte quand on parle de culture actuellement. Pour ma part, ce que je vis, ce que je reçois comme culture actuellement, la majeure partie, ça vient par Internet. Voilà. Donc, et c'est aussi, il y a le populaire, il y a de tout, il y a du plus basique jusqu'au plus haute sphère, etc. Après, il y a cette histoire, ça rejoint l'histoire du coût. Alors, est-ce que Internet c'est gratuit ou pas, ça dépend. Je voudrais dire aussi qu'il y a quand même tous ces papiers qui portent sur la beauté. Et moi, je vais aller un tout petit peu à contre-courant, parce que moi, ce que j'ai mis comme papier, c'est pour moi, la culture, elle est rebelle et insoumise. Bon, vas-y. Elle est rebelle et insoumise. Compléter ? Oui. Rebelle et insoumise, ça ne veut pas dire que c'est pas beau. Pour moi, c'est ça qui est beau. Voilà. Bon, je vous laisserai. Alors, ce que j'ai envie de vous proposer, c'est que là, on a fait un premier. Donc, le papier. Ceux qui ont envie de continuer éventuellement cette réflexion après que nous soyons, après que vous soyez élus, ou pas, ou même pas forcément. Ils seront élus, il n'y a pas de problème, mais c'est pas forcément le seul cadre. C'est pas forcément uniquement en relation avec les élus. Donc de voir, de nous laisser vos coordonnées. Donc moi je vais vous regarder, vous pourrez écrire éventuellement vos coordonnées. Oui, et il va y avoir d'autres ateliers citoyens, indépendamment de ce que donneront les élections. Si vous êtes intéressé pour être au courant de ce qui va se passer, c'est bien aussi de laisser votre adresse. Ça permettra de faire circuler les informations. Sinon, c'est toujours un petit peu plus compliqué. Il faut quand même qu'on prenne un temps pour répondre si vous avez des questions sur d'autres sujets. Quand même, Ça dépend. De la culture. Voilà, oui. La culture est partout, on l'a dit.
y a d'autres questions liées aux compétences du Conseil général, enfin aux compétences actuelles, parce que ce que deviendra le Conseil général, nous le découvrirons tous ensemble dans quelques temps. Mais actuellement, avec les transports, sur la compétence sociale, les collèges. Moi, je pense que les élus devraient penser à l'accès à la culture parce qu'elle n'est pas à nous porte, toujours. Je parlais, moi, sur un papier quand à un moment donné, dans le Vraisemblablement, il y avait un gars qui allait dans les différents lieux culturels, là où ils sont. Alors, bon, c'était tous les mois, je ne sais plus exactement. Et moi, c'est là où j'ai découvert vraiment beaucoup de choses au niveau culturel à laquelle je n'avais pas eu accès avant. Donc je trouve qu'il faut y penser aussi à ça. C'est vraiment, ça concerne complètement les élus sur des modalités à mettre en place pour aller vers la culture là où elle est. Bon, il y en a ici, mais il y en a pas. Oui, j'espère que les papiers que j'ai pas tirés, non, mais c'est surtout pas frustrés les gens qui pas. On va la parole libre. Oui, voilà. Oui. Donc, c'est. Je ne sens pas frustrée, mais je trouve que c'est important. Oui, non, mais tout à fait, en vrai, je suis tout à fait d'accord. Ça fait partie des démarches que les conseillers départementaux maintenant pourront avoir. Oui, bien sûr, je pense. Il y a d'autres choses qui ont été parlées aujourd'hui qui sont plus d'ordre général, sur lesquelles il y aura une action difficile ou par contre-coup. Mais sur des choses comme ça, c'est carrément une organisation pratique. Hier soir, par exemple, au débat des adrets, la question de la culture s'est posée, en fait, parce qu'effectivement, on ne l'a pas abordé sous la forme d'une problématique urbaine, avec des 3% ou 10% de chiffre de budget. C'était en quoi la culture, par exemple, ou la création d'un espace, un simple espace, en réalité semi-public, en fait, c'était intéressant parce que c'était comment toute une population, avec des donateurs, ont réussi à créer un espace citoyen qui était un peu public, mais un peu privé, enfin, qui est aujourd'hui la marmite, et comment ils y font des choses qui sont de l'ordre du public, de la réunion, et des choses du privé avec une épicerie. Enfin, on est vraiment sur des... Restaurants, épiceries... Enfin, je veux dire, à un moment, la culture, on a bien dit ce soir, après c'est un vrai débat, est-ce qu'elle doit sortir complètement des murs, et est-ce qu'elle doit avoir toutes les formes, mais il y avait vraiment cette question, est-ce que l'espace, il est forcément public, est-ce qu'il peut pas être un peu privé, et des fois, il ne faut pas avoir peur de se dire, oui, ça peut être un mélange de tout ça. Et pour avoir travaillé sur un projet de médiathèque sur une île, enfin un vieux projet, et avoir discuté avec un conservateur des bibliothèques, il me disait que finalement en France, on faisait toujours la bibliothèque d'une manière assez standard, la bibliothèque, éventuellement la médiathèque, etc. Alors qu'aux États-Unis ou en Amérique du Sud, on n'a pas peur de mélanger la bibliothèque avec des lieux qui sont semi-privés. Alors après, ça peut faire peur, en fait, le supermarché pas loin, mais je veux dire, à un moment, si on a envie aussi d'amener certains publics à la culture, il faut aller aussi les chercher là où ils sont, quoi. Donc, brisons les frontières un peu, quoi. À propos de la marmite, comme on va continuer sur un échange plus informel, la marmite fait partie de nos fournisseurs de ce soir. Pour le petit pot et la petite grignotine qui nous attend. C'était aux adrets, donc La marmite, c'est aux adrets, c'est géré je sais pas quelle heure par une association, ça s'appelle une skik. Ça s'appelle une skik. Je veux dire, avec 80 personnes qui ont collaboré au départ. Et en fait, il y a une épicerie, ils valorisent en fait tous les produits locaux. Il y a un restaurant, c'est aussi que des produits locaux. Et puis le soir, ils ouvrent le lieu. C'est très sympa. On peut exposer, par exemple, des soupes. Ah, je pense qu'il y a dans le fond, il y a un espace. Ouais, je pense oui, je crois avoir vu des choses. Les bibliothèques complètement sans permission aucune. Dans une boîte sur le trottoir, il y a des livres qui circulent. Il y a plein de choses comme ça. Moi, je fais ça à Chambéry, il y en a partout. Dans les trois tours. Voilà, pareil. Toi, tu pourrais nous parler aussi. Parce qu'ils se fait sur poche. Sur les boîtes aux lettres.